emploi. Nous sommes en direct depuis les plateaux du Figaro TV. Alors aujourd'hui, on va parler du management de transition. Et on a deux publics. Vous êtes avec nous en ligne depuis LinkedIn Live et puis il y a aussi le public avec nous sur ce plateau. Alors comment faire éclore les futurs managers de transition? La nouvelle génération, se sent-elle concernée par ce métier? C'est ce que nous allons voir avec nos invités spéciaux aujourd'hui. Alors cette table ronde, elle se fait en 3 temps. La première partie avec Maxime Gérard, président HEC Junior Conseil. Bonjour. Alexandre Ampe, directeur associé de Valumène, qui nous présenteront, en tout cas tous les deux, vous nous présenterez l'étude que vous avez menée auprès de 850 participants répondants. Et une deuxième partie où nous recevrons deux DRH, Sophie Mouilledine, directrice RH et inclusion de PwC France et Maghreb, Wendy Souvanarat, CIO de Tudigo et ex-DRH de Back Market. Et enfin, nous finirons par parler d'intelligence artificielle avec un invité aussi un petit peu spécial, Alexandre Tsikopoulos, que vous avez peut-être déjà vu sur le Figaro. Voilà, alors pour commencer, tout d'abord, première question pour vous, Alexandre. Pourquoi avoir fait cette étude? Bonjour Alexia. Alors la raison de cette étude, chez Valumène, donc on est un cabinet de management de transition, et on a voulu explorer le futur du management de transition. Le futur du marché, on est sur un marché où on est convaincu qu'il va évoluer. Il faut imaginer que le marché du management de transition est né en 1970, donc il a déjà quand même beaucoup changé. Et on est persuadé qu'il va encore évoluer avec toutes les grandes transformations que l'on peut vivre. Et pour cela, on s'est dit qu'il fallait interroger les jeunes générations qui allaient demain être les cadres dirigeants des entreprises ou les futurs managers de transition. Voilà, et vous avez choisi en partenariat Maxime, qui est président de la junior entreprise de HEC. Maxime, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter déjà quelques chiffres clés de cette étude? Bien sûr, donc dans cette étude, comme vous le disiez, on a interrogé plus de 850 répondants, mais en réalité, on a interrogé plus de 1000 à travers 4 pays, qui sont la France, l'Italie, la Suède et l'Angleterre et le Royaume-Uni. On avait contacté plus de 10 000 jeunes à travers ces pays et on a essayé d'avoir le maximum de réponses. Et on a fini avec cet échantillon représentatif. Le but, c'était à la fois donc, de quantifier l'intérêt pour le management de transition, mais aussi de voir les leviers qui pourraient donner envie aux jeunes d'aller vers ces métiers-là et les freins par rapport à ces métiers-là, la connaissance de ces métiers-là également. Donc le principal, on va dire, chiffre qu'on veut savoir, c'est quel est cet intérêt. Oui. Et là, on a à peu près plus d'un tiers qui se dirait ouverts dans leur carrière à potentiellement occuper des postes de manager de transition. On a à peu près 40% qui n'étaient pas forcément contre l'idée, mais un peu moins, on va dire un peu moins ouverts, et un tiers, enfin 25% plutôt, qui étaient assez fermés à cette idée. Donc un vivier qui est là, qui existe, mais qu'il va falloir exploiter et former. Alors effectivement, il y a plus de 10 000 jeunes professionnels. Vous avez parlé âgés de 20 à 40 ans. Quand même. Il faut aussi également le préciser. Vous avez parlé de plusieurs pays, effectivement. Alors, qu'est-ce qui font que ces jeunes seraient prêts à franchir le cap? Alors, il y a plusieurs choses. Parmi les 2 premières, on va dire, raisons, c'est forcément la rémunération, qui s'est éparpillée des 2 tiers. C'est aujourd'hui, on le sait très bien, et pour les jeunes en particulier, notamment les 25-30 ans, qui étaient les plus intéressés, la première raison. Et l'autre, c'est de pouvoir avoir un impact stratégique, pouvoir mener des transformations stratégiques dans des entreprises. Ça, c'était le premier, on va dire, le premier projet qu'ils aimeraient mener. Et puis, il y avait la gestion de crise en deuxième, qui était à peu près citée par 50% des répondants. Et finalement, les transformations organisationnelles, qui étaient citées par un peu moins de la moitié, 45%. Et puis, il y a effectivement deux chiffres assez intéressants aussi. C'est que 68% trouvent que c'est un facteur clé d'engagement et 81% des répondants sont favorables ou ouverts à un rajeunissement des profils dans ce secteur. Ça aussi, c'est intéressant de voir ce chiffre. C'était un consensus en fait parmi tous les répondants et ça aussi de tous les âges, ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on a des profils un peu plus seniors entre guillemets, mais qui avaient quand même 35-40 ans, donc ça reste aussi assez jeune, mais qui étaient d'accord avec des plus jeunes qui sont parfois certains encore étudiants, qui avaient une petite vingtaine d'années, et ils étaient d'accord qu'il faudrait un rajeunissement. Alors les modalités, on va en discuter, mais il y avait une volonté d'inclure plus les jeunes dans quelque chose qu'ils ne connaissent pas tant que ça en fait, le management de transition. Moi personnellement, je ne le connaissais pas avant cette étude, c'était très intéressant de le découvrir, mais c'est pas si connu parmi les jeunes. Alors c'est justement un vivier d'intérêt important, mais qui est encore mal orienté, parce que justement méconnu, un manque d'information, mais pas seulement. Il y a aussi quelques chiffres qui montrent qu'il y a autre chose. Il y a d'autres freins, forcément. Il y en a 44% qui voient un manque de légitimité parce qu'ils n'ont pas assez d'expérience pour exercer ces métiers, et 44% aussi qui citent l'instabilité financière.
parce que forcément, c'est des missions ponctuelles et donc ils voient une certaine stabilité si on n'a pas un CDI avec un revenu récurrent, etc. etc. Et donc ça, c'est assez intéressant de le voir aussi. Et 44% qui redoutent aussi de l'instabilité financière, vous l'avez dit, mais aussi certains sont un petit peu réticents par rapport à comment l'avenir peut se prolonger. On va en parler aussi de l'intelligence artificielle avec Alexandre à la fin. En conclusion, est-ce qu'on peut imaginer que ce métier soit des missions, par exemple, stratégiques? En clair, est-ce qu'on ne parle pas de simples missions temporaires, mais aussi de postes à fort impact avec une progression peut-être au niveau de la carrière? Alors oui, forcément, il y a cette demande des jeunes d'être formés, d'être accompagnés et d'avoir plus de visibilité sur ce métier. Parce que forcément, comme on le disait au début, il n'y a pas une grande connaissance de ce métier-là et il va falloir le promouvoir, montrer des parcours d'exemples et prendre en compte le fait que ces jeunes peuvent avoir des expertises particulières en data, en intelligence artificielle, on y viendra plus tard, etc. Mais qu'ils n'ont pas cette expérience et donc ils ont besoin de cet accompagnement et qui peuvent avoir des beaux parcours, mais qu'il va falloir les valoriser et former là-dessus. Alors, vous avez parlé de plusieurs pays. Est-ce que chaque pays a sa propre vision du management de transition ou du manager idéal? C'est assez intéressant justement de pouvoir comparer. En France, on était très expertise métier, on voulait cette expérience. Là où par exemple en Suède, ils valorisaient plus le leadership. C'est des pays un peu anglo-saxons et le Royaume-Uni c'était aussi le cas. Il y avait aussi la question du réseau au Royaume-Uni qui était importante. Et l'Italie était un peu un mix entre ce leadership et cette expérience. Mais c'est intéressant de voir cette différence entre le monde plus anglo-saxon et la vision française, très expérience, vraiment avoir Oui, c'est cette double casquette, j'ai envie de dire. Exactement. Ouais. Et en fait, le message est assez clair. C'est plutôt faites-nous confiance, mais accompagnez-nous. C'est ça, exactement. Accompagnez-nous et dites-nous comment faire, parce que forcément, beaucoup découvraient par cette étude, en fait, parmi les jeunes, ce qui était vraiment le management de transition. On avait fait une petite vidéo explicative, etc. Et donc, ils veulent cet accompagnement. Ça vous a donné, vous, envie de faire ce métier, de tenter? C'était une très bonne surprise. Quand Alexandre nous avait approché au début, j'avoue que j'avais fait quelques recherches et je ne connaissais pas trop. Et je trouve que l'impact stratégique est très intéressant. Beaucoup de jeunes, aujourd'hui, cherchent à aller en conseiller en stratégie, dans des grands cabinets. Et en fait, on entend peu parler du management de transition, alors qu'on est aussi très responsabilisé. C'est une autre façon de mener ces transformations stratégiques en étant en plus cette fois-ci dans l'entreprise et donc en ayant un impact réel. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Vous êtes d'accord avec les freins qui ont été évoqués pendant l'étude? À titre personnel, j'en profite pour savoir. À titre personnel, je comprends. C'est l'attachement qu'on a en France au CDI qui revient et je l'ai un peu. Mais j'aime beaucoup la mentalité anglo-saxonne, d'avoir une flexibilité dans le travail, de pouvoir faire une mission un jour pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, et pouvoir ensuite changer, avoir de nouveaux challenges. Donc j'aime beaucoup cette vision-là, et ça me plairait potentiellement. Enfin, en tout cas, ça m'a donné envie. Alors, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de le faire, mais peut-être plus tard dans ma carrière, pourquoi pas envisager cette trajectoire. Merci beaucoup, Maxime. Merci. À vous. Je vais vous demander de laisser la place à nos 2 invités. Donc, Sophie Mouilledine, directrice RH et inclusion de PwC France Maghreb, et Wendy Souvanarat, CEO de Tudigo, ex-RH de Back Market. Mesdames, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que déjà ces chiffres vous ont interpellé là, sur ce qu'on a pu voir dans cette première partie? Ça vous étonne moins? Réaction à chaud, déjà, Wendy. Oui, avec grand plaisir. Merci déjà pour l'invitation sur le plateau. Est-ce qu'ils m'ont interpellée? Oui. Parce qu'en fait, on se parle d'un tiers des jeunes qui sont intéressés pour switcher. Donc, c'est assez intéressant ce que disait Maxime juste avant. À la fois, il ne connaissait pas lui-même le management de transition et pour autant, on a un tiers qui sont ouverts à y aller. Donc, je pense qu'on a un changement qui a déjà commencé à s'opérer et qui va continuer de le faire. Donc oui, je crois que ça m'a interpellée. Je pensais honnêtement que le pourcentage serait plus faible. D'accord. Ouais. Idem pour moi, oui. Oui, absolument. Avec, en effet, alors en même temps, je ne suis pas sûre que tout le monde ait bien compris, notamment parmi les jeunes, ce que ça recouvrait concrètement et réellement, en fait, le management de transition, ni même, en fait, si leur profil pourrait être intéressant pour les entreprises en management de transition. Mais en effet, le chiffre d'un tiers est assez interpellant. Alexandre, est-ce que vous aussi, quand vous avez vu les premiers résultats de l'étude, vous vous êtes dit incroyable? Ou est-ce que vous étiez plutôt moins surpris et ça allait dans le sens que vous imaginiez? Moi, j'ai été agréablement surpris parce que je trouve ça formidable de pouvoir réveiller assez tôt des vocations. Et Maxime l'a dit, quand on en parle finalement, parce que la première problématique, c'est ça, c'est déjà qu'est-ce que le management de transition? Il y a très peu d'informations, je pense que ce n'est pas toujours très bien expliqué aussi, c'est expliqué très tardivement dans une carrière, donc tout ça fait qu'en fait on exclut
les jeunes sur un parcours. On n'est pas en train de dire qu'un jeune de 25 ans ou 30 ans a sa place pour faire du management de transition. On est en train de dire on peut réveiller très tôt des vocations et accompagner si on se place sous un angle où on se dit que demain, il y aura besoin de davantage de managers de transition et que peut-être que ça peut se préparer en amont. Et on verra un petit peu plus tard comment. Et alors, est-ce que vous avez constaté qu'aujourd'hui, les jeunes, ils étaient beaucoup plus ouverts et flexibles à justement non plus le CDI avec une carrière de 10, 15, 20 ans au même endroit, mais plutôt à ce modèle parfois un peu hybride, parfois freelance, parfois peut-être sur des missions courtes. Est-ce que vous constatez ce besoin en entreprise? Oui. Je vais dire grand oui. Un grand oui. Pour le coup, énorme oui. Et d'ailleurs, c'est pas juste une tendance, c'est un changement de modèle. Okay. Oui, c'est vrai. Moi, je le vois vraiment comme un changement de paradigme et qui a démarré il y a quelques années en réalité. Les jeunes n'ont plus cette carrière que je vais nommer un petit peu peut-être lisse sur des années ou dans une même entreprise, parce que le monde dans lequel on évolue bouge énormément. On va se parler de l'IA effectivement avec Alexandre tout à l'heure. C'est le cas aussi des carrières et des jeunes qui évoluent dans ces entreprises-là. Aujourd'hui, je le voyais aussi dans l'étude, on avait une moitié des jeunes qui nous disaient en fait, je vais privilégier la diversité des missions à ma stabilité. Ça ne veut pas dire qu'ils vont rechercher l'instabilité, mais à minima, ils vont rechercher une progression accélérée, du challenge, disait Maxime juste avant, mais surtout de l'impact. Et on pourra en reparler. C'est comme si on se parlait des startups et du mot. Il y a 10 ans, on ne se parlait jamais de startup en France. Aujourd'hui, ça fait partie de notre vocabulaire parce que les jeunes ont réinventé des modèles quelque part. Donc oui, je vais dire grand oui, la tendance, je la sens. Sophie? Oui, également. Absolument. Moi, j'ai pu constater déjà un rajeunissement en fait, des managers de transition. Il y a, on va dire, une dizaine d'années, on était en effet sur des managers de transition plutôt très bien installés, qui avaient déjà leur carrière derrière eux, qui avaient fait soit le choix, soit par la réalité, je dirais, de leur parcours professionnel, ont été confrontés au management de transition. Et donc, on y ont trouvé leur goût, leur façon de fonctionner et leur réalisation. Et en effet, on a vu arriver petit à petit dans nos organisations, dans nos entreprises, des managers de transition plutôt trentenaires qui avaient fait ce choix-là aussi. Et donc, pas du tout dans une logique de, finalement, fin de carrière et comment est-ce que j'occupe ma fin de carrière dans une organisation en faisant profiter de mon expertise sur des missions, mais vraiment par choix, en fait, personnel, de dire, moi, finalement, le fait d'être confronté à plein de problématiques, à plein d'environnements, c'est quelque chose que je trouve assez enrichissant. Et ne pas avoir, finalement, le poids potentiellement du salariat dans ce qu'il recouvre comme obligation, comme routine, comme aussi écosystème. Et ben en fait, c'est quelque chose qui m'intéresse. On l'a souvent quand même aussi, nous, en tant que RH, pris comme, je dirais, une potentielle source de sourcing, de profil, et notamment pour des jeunes. Alors, moi, dans ce que j'ai pu constater, c'est une réussite à 50%, c'est-à-dire 50% en effet qui attendent de trouver par la réalisation de plusieurs missions l'opportunité qui va bien et pouvoir s'inscrire dans une entreprise qui leur convient d'un point de vue culturel et d'un point de vue fonctionnement, et 50% qui ont vraiment fait ce choix dans la durée de rester sur du management de transition. Très clair. Alexandre, alors justement, vous aussi, vous proposez en fait chez Valumène plusieurs formats. Est-ce que vous recrutez toujours en CDI pour ensuite placer en mission, ou est-ce qu'il y a justement ce modèle hybride qui est possible avec des freelances, des autres types de contrats? Alors, chez Valumène, nous, comme la plupart des cabinets, quasiment tous, on ne recrute pas chez Valumène pour placer chez les clients. Là, c'est une autre partie, ça s'appelle l'executive search. On fait du management de transition, c'est-à-dire que ce sont des profils indépendants qui sont placés en mission chez les clients. Pour une durée moyenne d'à peu près 9-10 mois, ça dépend un petit peu les métiers. Donc effectivement, on est sur des missions courtes. Ça rejoint ce que disait Maxime tout à l'heure, c'est très naturel pour les pays anglo-saxons. La France a toujours été un peu le dernier à y aller, mais c'est pas grave. Et après, pour rebondir sur ce que disait Sophie sur ce changement à la fois de paradigme évoqué par Wendy et d'âge par Sophie, c'est exactement ça. C'est-à-dire que parfois, dans les entreprises, il y a aussi une question d'ADN. Et on peut vouloir, voilà, sans faire Sophie est aussi directrice de l'inclusion, donc ça touche un peu toutes les formes, mais dans certaines entreprises, on peut avoir cette volonté d'intégrer des jeunes plus tôt. Par contre, ce qu'il faut rappeler aussi, en termes de succès, c'est que le management de transition, c'est un métier, parce que c'est un métier quand même, très difficile. Il faut avoir du talent, il faut savoir à quoi on s'expose, donc en termes de posture, ce n'est pas évident, il faut l'apprendre, mais ça s'apprend. Il faut arriver soit avec de l'expérience, soit avec de l'expertise, ou un petit peu les deux. Donc à chaque situation, on peut trouver quand même le bon manager de transition, et ce n'est pas toujours une question d'âge. Alors parlant d'âge, juste pour rebondir quand même, est-ce que vous trouvez qu'il y a de plus en plus de jeunes qui viennent postuler, ou ce n'est pas encore le cas? Vous aimeriez qu'il y en ait plus? Comment ça se passe aujourd'hui au moment où on parle?
Ça arrive de plus en plus. Nous, on l'a observé déjà sur... on a créé, puisqu'on parle de transmission, parce que ça va être le mot-clé en fait. L'idée n'est pas d'opposer les jeunes aux seniors. L'idée, c'est comment on crée le trait d'union entre les deux. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je vois les choses. Et là, ça devient intéressant, parce qu'il y a du mentoring, il y a de la formation, il y a de l'accompagnement. On ne devient pas manager de transition du jour au lendemain. Comment on accompagne Moi, j'ai eu un parcours d'entrepreneuriat. Je ne suis pas né en me disant je vais être entrepreneur. Par contre, dans mon premier vécu professionnel, à 23 ans, j'ai eu la chance d'avoir un patron qui m'a dit je crée une start-up à côté, viens à mes côtés pour vivre cette aventure entrepreneuriale. C'est la même chose pour le management de transition. Donc on voit au travers d'un organisme qu'on a créé en début d'année de formation, des personnes de plus en plus jeunes, déjà des quadras, beaucoup plus, pas encore des trentenaires, qui viennent se former sur la posture du management de transition et tous les clés, parce qu'il faut quand même avoir des clés. On parle de change management, on parle de gestion de crise, on est sur des sujets très difficiles au sein des entreprises quand même. Et pour finir, je finis juste sur une chose, quand je parlais d'évolution du marché du management de transition, on est parti de management, ce qu'on appelle relais au tout début, c'est-à-dire qu'il y a des départs, il faut combler, où il y a des interventions très impactantes à faire tout de suite dans une entreprise. Aujourd'hui, on intervient aussi beaucoup sur des missions de transformation qui vont toucher toutes les entreprises. Voilà, je pense que Sophie pourra... Oui, alors justement, juste avant, je voulais rebondir sur le fait d'avoir des candidatures et des profils plutôt jeunes en tant que RH. Si vous avez justement une société comme Valumène ou autre qui viennent justement vous proposer des profils un peu plus juniors, qu'est-ce que ça crée chez vous? Est-ce qu'il y a de la réticence? Est-ce qu'au contraire vous dites « Ah tiens, intéressant » et vous allez creuser pour savoir s'ils ont été formés? Enfin, qu'est-ce que ça génère en tout cas dans les yeux d'un recruteur? Alors déjà, concrètement, quand on fait appel à du management de transition, et surtout sur les années que nous avons connues, où nous avons eu une tension quand même sur le recrutement, ce qui est un peu moins le cas en ce moment, mais à la sortie du Covid, on a eu quand même une accélération des activités dans un certain nombre de secteurs. Et donc, le management de transition est venu pallier à un manque, tout simplement, de ressources. Et donc, a permis, justement, de faire rentrer dans nos organisations des managers de transition. C'est pour ça qu'ils étaient aussi un peu plus jeunes, parce qu'on a recruté à différents niveaux, et pas uniquement sur des niveaux de senior management. Et donc, en fait, ça a été vraiment une logique de... Nous avons des besoins, nous n'arrivons pas à les couvrir comme nous avons l'habitude de les couvrir, et le management de transition est venu se suppléer à cela. Ensuite, je dirais de façon plus régulière, plus commune, nous avons en effet l'utilisation du management de transition vraiment sur quelqu'un s'en va, on a besoin de périodes courtes en fait, pour pouvoir assurer le remplacement, ou alors on a des missions spécifiques ad hoc, sur lesquels nous avons besoin d'avoir une ressource supplémentaire à l'organisation structurelle. Et dans ces cas-là, le management de transition est une solution. Selon vous, les RH sont prêts à justement intégrer des profils plus jeunes? Ça, c'est sûr. Ah ben, oui. Absolument. À partir de maintenant. Wendy, vous avez la même... Pas tout à fait. OK. Non, allons-y. Pas tout à fait. Peut-être que je redévie un tout petit peu la question. Je ne dirais pas qu'ils ne sont pas prêts. Je pense que c'est un sujet à la fois d'organisation et à la fois de talent. En fait, d'un côté, du point de vue organisationnel, accompagner les RH et donc l'organisation à ce que veut dire onboarder un management de transition. Je reviens sur ce que tu disais, Alexandre, tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une conduite du changement qui est absolument nécessaire et accompagner les entreprises sur ce que ça veut dire me paraît clair. Aujourd'hui, c'est encore pas suffisamment fait selon moi. Et donc, c'est en ça que je dis qu'ils ne sont pas tout à fait prêts parce qu'aujourd'hui, on a encore malheureusement de temps en temps des managements de transition qui arrivent dans les entreprises mais qui n'ont pas eu cet accompagnement et qui font que les missions ne se passent pas toujours extrêmement bien parce qu'on arrive, enfin il faut se mettre dans la situation un petit peu concrète, on arrive parfois pour combler, utilisons le mot, pour combler 3 à 6 mois d'une mission, mais il faut être intégré dans l'équipe, il faut trouver sa place, on arrive sur des missions stratégiques, de ce point de vue-là, on n'est pas toujours prêt. Et du point de vue talent, eh bien, j'ai la même analyse que Maxime tout à l'heure, c'est-à-dire que en fait, ces talents ont besoin d'être encadrés aussi. Donc c'est ça qui aidera aussi les RH à être davantage prêts. Si ces talents sont accompagnés, à nouveau également onboardés, avec une dynamique de transmission, comme tu le disais aussi Alexandre, d'un point de vue d'un senior en travaillant une sorte de compagnonnage, alors là les RH seront davantage prêts. Aujourd'hui, moi je sens quand même encore une crainte, mais que je partage parce qu'elle n'est pas encore totalement... entre guillemets, connue dans le marché du travail. Maintenant, dernière grande séparation, on va dire, les grandes entreprises
qui parfois ont une dynamique de mobilité interne très développée. Ouais. Et finalement, c'est comme si on avait du management de transition à l'intérieur de l'entreprise. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, elles ont déjà expérimenté. Et de l'autre côté, les entreprises qui se lancent, les startups, j'en fais partie parce que j'ai lancé mon aventure cette semaine. Et là, moi, je fais énormément appel au management de transition. Et là, je suis ravie de pouvoir à la fois avoir ce qu'on va appeler des seniors qui ont déjà énormément d'expérience sur des sujets sur lesquels c'est absolument nécessaire, et d'autres qui vont être des sujets, et on va se reparler encore une fois de l'IA, de grosses acquisitions, de réseaux sociaux, sur lesquels l'agilité, la découverte des plus jeunes va venir compléter justement les seniors précédemment. Donc oui, moi je crois que c'est un modèle, à nouveau c'est un nouveau paradigme. Le monde du travail est révolutionné littéralement. Alors, vous parlez de nouveau paradigme, justement, on parle aussi de restructurer un cadre de mentorat ou d'accompagnement pour les missions de transformation. Il y a plein de choses qui peuvent se faire justement dans le mentorat, ou en tout cas d'accompagner à la fois ceux qui veulent se lancer dans le management de transition mais qui n'ont pas l'expérience, et ceux qui peut-être en sont vers la fin de carrière et qui ont envie de transmettre. Qu'est-ce qui peut exister? Est-ce qu'il y a du reverse mentoring qui peut exister? Est-ce qu'il y a de l'accompagnement, de la formation pure? Alexandre, comment vous voyez ça? Je dirais qu'il faut inventer un nouveau modèle, en fait, quelque part. Donc, on allait chercher de l'expérience, on a toujours besoin de cette expérience. Par contre, à nous d'inventer les clés demain pour accompagner les plus jeunes. Moi, je crois beaucoup au mentoring. Chez Valumen, on est en train de lancer un nouveau programme qui s'appelle Valumen Campus, où on va aller chercher des jeunes talentueux directement dans les écoles et essayer, avec les managers de transition, de leur faire vivre réellement ce qu'est une expérience de mission stratégique. Il faut qu'on leur donne les clés. Donc, une des forces des managers de transition, c'est d'avoir cette capacité à intervenir de manière très impactante en quelques jours dans une nouvelle mission, et à la fin de la mission, de retransmettre soit à l'équipe interne, soit à la personne qui vient le remplacer de manière durable. Donc je suis assez convaincu, on pourra poser la question, parce qu'on a beaucoup de managers de transition, je crois, ce soir autour de nous, mais ce serait intéressant d'avoir leur vision. Mais ils ont aussi cette capacité, ils ont cette corde à leur arc pour transmettre. Donc moi j'y crois, oui. Justement, vous avez déjà vu des idées un peu innovantes? Alors ça peut être même un petit peu hors management de transition, juste pour parler de l'intergénérationnel peut-être, parce que c'est ça dont il s'agit aujourd'hui. Est-ce que vous avez peut-être déjà vu de bonnes pratiques qui peuvent se faire justement pour accompagner les plus jeunes, les plus seniors dans des moments un peu de crise ou de transformation? Alors, pour avoir connu un certain nombre de transformations, le manager de transition, il n'est pas là pour piloter, je dirais, la transformation. Il est quand même encadré dans un écosystème où on a défini en fait le projet, on a défini en fait la structuration, le pilotage, le fonctionnement. Donc, il n'arrive pas, normalement, je dirais, dans des transformations assez structurées et importantes. Il fait partie d'un écosystème en fait de transformation dans un environnement qui est déjà structuré. Très honnêtement, c'est pas pour parler de PwC, mais quand on pilote véritablement des transformations, on fait appel à des acteurs qui ont des méthodologies structurées pour pouvoir nous accompagner là-dessus. Et donc, le manager de transition, c'est un élément dans un écosystème d'équipe. Et donc, dans ce cadre-là, il est acteur au travers de son expertise pour amener en effet l'entreprise d'un point A à un point B. La mission est structurée. Je rappelle quand même que quand on définit une mission de transition, il y a quand même un entretien tripartite qui définit de façon très claire en fait, les objectifs qu'on fixe à ce manager de transition. Donc il n'est pas, en tout cas, sauf en effet en cas de vraiment crise, il n'est pas lâché, je dirais, dans la nature. On attend de lui des choses très précises, très concrètes, et ça, c'est formalisé. On a des points de rendez-vous aussi quand même, sur des points d'étape, avec l'entreprise, je dirais, prestataire, ou en tout cas partenaire. Et donc, on a un encadrement qui se fait aussi à cette échelle-là pour le manager de transition. Pour des collaborateurs qui sont plus jeunes, puisque ça a été un peu plus le cas, là, ils sont vraiment intégrés dans une équipe. Et c'est vrai que je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Wendy, c'est qu'en effet, comme ils sont intégrés dans une équipe, on a le sentiment qu'ils font partie de l'équipe et parfois, on peut avoir des choses un petit peu à recadrer, notamment quand on commence à leur confier des missions qui sont hors cadre ou quand on commence à leur confier du management opérationnel d'équipe avec des exercices de management dans des cycles structurés de management. Et là, en fait, en effet, il faut un petit peu recadrer d'un point de vue RH. Si vous parlez de ça, c'est parce que c'est du vécu. Oui, tout à fait. On imagine. Voilà, ça sent le vécu. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quelque part, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que le junior est tellement
peut-être intégré, qu'il est tellement aussi compétent, sûr de lui, qu'il est force de proposition, qu'on en oublie sa jeunesse. Et c'est comme ça que souvent, finalement, ça finit par du pré-recrutement. Parce qu'en fait, il est tellement bien intégré et ça se passe tellement bien dans l'équipe que lui-même, en fait, à un moment donné, on se parle et on se dit qu'on a envie de continuer l'aventure ensemble. Ce qui n'est pas pour plaire, je dirais, aux partenaires, puisque, en l'occurrence, je sais qu'il passe beaucoup de temps à rechercher ses talents et c'est bien normal. Et donc, là, pour le coup, c'est des discussions qui se font et qui aboutissent à un recrutement derrière. Vous avez constaté ça, déjà ? Oui, absolument. Et d'ailleurs, je trouve hyper intéressant ce que tu disais sur les jeunes qui sont en pré-recrutement, finalement, via le management de transition. Ce qui est très drôle, d'ailleurs, c'est que parfois, on aimerait les recruter, mais ils ne veulent pas. On s'en parlait juste avant, mais en fait, ils apprécient tellement ce modèle. C'est ça, on a encore une croissance énorme à faire sur le sujet, mais ils apprécient tellement le modèle qu'ils ont envie de garder la liberté et aussi les avantages qui vont avec. Donc, moi, je trouve que c'est hyper intéressant. Ça, c'est intéressant, parce que j'allais vous dire justement, mais est-ce qu'ils ne sont pas en train de vous piquer les talents, quelque part, de votre vivier ? Comment vous réagissez ? Bon, c'est plutôt positif, c'est-à-dire que vous recrutez quand même de bons talents. Alors, je dis vous, mais... C'est qu'on a pris le bon talent. Voilà, ce cas de figure, en tout cas, c'est qu'effectivement, il y a de bons talents. Et après, effectivement, les profils plus jeunes, dans leur trait de caractère, en tout cas dans la génération actuelle, ils ont cette volonté d'avoir cette liberté et d'aller chercher du sens dans ce qu'ils font, de toute façon. Donc ça convient très bien au management de transition. Et ensuite, on n'est pas enfermé dans une case. On peut très bien passer par du management de transition, puis ensuite du CDI. C'est pas du tout un sujet. Après, je pense que ça révèle surtout que c'est tout un écosystème qu'il faut penser pour accompagner les jeunes. C'est-à-dire que nous, on a un rôle majeur à jouer en tant que cabinet de management de transition. On est au cœur de cet écosystème. C'est tripartite, comme tu le soulignais, Sophie. Donc c'est normal qu'on essaye d'amener des solutions sur la table qui vont permettre de faire évoluer un petit peu ce système. Il y a les jeunes, il y a les seniors, et puis il y a peut-être les entreprises aussi. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une convention un peu globale à trouver, parce que demain, ça servira aussi les entreprises. Est-ce qu'on a parlé presque de co-direction, de co-management ? Est-ce qu'un senior et un junior peuvent vraiment co-diriger pendant un certain moment, pendant justement la mission ? Alors, c'est une excellente question. Il faudra poser la question aux seniors, pour le coup, parce que c'est pas si évident que ça. Ils arrivent dans une mission où, en quelques jours, il faut qu'il soit fait une opinion très claire de l'existant. Ils ont une feuille de route, comme le disait Sophie, ils doivent aller d'un point A à un point B en temps de temps pour assurer la réussite. Et une nouvelle fois, dans des missions complexes. Donc, je le rappelle, il faut être talentueux quoi qu'il arrive et avoir un certain nombre d'ingrédients dans son ADN pour y arriver. Est-ce que c'est une évidence pour eux d'aller mentorer sur place, ce côté compagnonnage qui serait génial de trouver Je ne suis pas sûr, mais ça peut se faire peut-être sous d'autres formes. Parce qu'il faut aussi dire que le manager de transition senior, qui a l'habitude de voir ce type d'activité, on va dire de problématiques, n'a peut-être pas forcément envie tout le temps d'être dans la formation, dans la co-direction. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous aussi, en tant que cabinet, vous arrivez à fédérer, parce que ce côté intergénérationnel, pour donner envie aussi aux seniors d'accompagner un junior dans cette je pense que ça se fait dans le cadre de missions, comme le soulignait Sophie, quand ils sont dans la même équipe ou qu'ils doivent collaborer, ça se fait très naturellement. Ça se passe plutôt bien. Mais comme s'ils le faisaient avec un interne. Absolument. Et pour le coup, notamment parce qu'ils sont là dans une logique assumée, finalement, d'être présents pour un certain temps limité. Il y a plutôt une générosité, en fait, de la transmission, plus qu'au contraire, la volonté de garder une expertise pour soi. C'est quoi la compétence clé pour que ça matche ? C'est que les deux aillent à la même vitesse. C'est quoi vous sauriez dire un petit peu ? On peut garder cette réponse pour la fin de l'émission s'il faut réfléchir un petit peu. Je voulais quand même parler un petit peu des tendances RH actuelles. On parle beaucoup d'empowerment, de learning by doing, de mobilité fonctionnelle. Est-ce que selon vous, justement, le fait d'intégrer plus de jeunes dans ce nouveau métier, elle fait partie de cette évolution et ça s'inscrit dans cette évolution ? C'est certain. Oui, Wendy. Oui, déjà, je pense qu'en fait, pour un certain nombre de métiers, on n'a pas le choix parce qu'il y a des métiers qui ont décidé, pour plein de raisons, notamment post-Covid, de s'installer par exemple en province. Et aujourd'hui, trouver des profils UX, par exemple, c'est très difficile. Et donc, ce sont...
Alors des jeunes, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut catégoriser la notion de jeune. On peut être jeune encore très tard, mais... Mais qualifions ce que c'est qu'un jeune d'ailleurs. Est-ce qu'on peut donner un chiffre? À un moment donné, on va parler de ce que c'est qu'un le jeune. J'entendais tout à l'heure 26, 40 oui, ans. 26-40 ans, après c'est plutôt 40-45. Alors voilà, il faudrait redéfinir un petit peu. Affaires, je crois. C'est sujet tabou. C'est vrai qu'on est senior à partir de 45 ans, selon la loi. Donc, Absolument. voilà, on peut se dire en dessous de 45 ans, on est jeune. Non, mais quand je parle de jeune, c'est vraiment un collaborateur qui aurait 5-10 ans d'expérience, on va dire ça comme ça, pour le management de transition. Certains métiers, on parle de la tech, on parle de ces profils très digitaux, on parle de profils qui sont parfois à la pointe et qui ont finalement le marché avec eux, c'est-à-dire qu'ils ont le choix. Et donc, comme ils ont le choix, ils imposent finalement parfois un peu les règles. Et donc, quand vous vous retrouvez à devoir avancer sur des recrutements massifs, sur une certaine catégorie de profils, mais que ces profils ont fait le choix en fait, de privilégier un équilibre vie pro, vie perso, non pas que dans l'entreprise il n'existe pas, mais en tout cas d'avoir plus de liberté et plus de flexibilité dans leur exercice professionnel, en effet, vous êtes beaucoup plus confronté à du management de transition, donc de profils plus jeunes, versus des missions peut-être un peu plus seniors, un peu plus structurées, dans lesquelles on attend une expertise particulière. Voilà, on va passer à la deuxième partie de cette table ronde. Alors pour ceux qui nous rejoignent tout de suite, ceux qui sont maintenant avec nous en direct, je répète un petit peu qui est avec nous. Donc Alexandre, CEO donc de Valumen, enfin directeur associé, pardon. Wendy Souvanarath, donc vous êtes CEO de Tudigo, et Sophie Mouedinine, pardon. Mouedine, direction. Ouais, une mini correction après. Non, on va le faire tout de suite. Wendy Souvanarath. Et je suis CEO de Carré Partners, du coup, je suis ex-député CEO de Alors Tudigo. justement, moi je voulais vous représenter parce que vous avez un lancement à nous faire, une annonce à nous faire. Voilà, donc c'est le moment. Dites-nous un petit peu. Plaisir. Donc, j'ai lancé la maison Carré Partners ce lundi. Ouais. Donc effectivement, c'est officiel depuis cette semaine et c'est une maison d'investissement dans le non-coté qui a pour objectif d'aller proposer aux particuliers à partir de 2 500 €, d'aller investir dans des opportunités late stage, donc matures, qui ont déjà des fortes tractions en France comme à l'international, mais de sortir de tout le modèle qu'on connaît des plateformes un peu classiques qui proposent énormément de early, start-up, etc., pour aller se positionner sur des deals matures horizon. Ok. Donc j'ai beaucoup expérimenté le management de transition. Voilà, donc on a une pro du management de transition. Sophie, vous êtes toujours chez PwC France et Maghreb. Absolument. C'est même récent. D'accord, donc très bien. On va parler donc sur le management de transition, toujours pour ceux qui nous rejoignent sur LinkedIn. Une solution qui est encore trop méconnue des futurs cadres. Alors pourquoi, selon vous, cette filière reste peu visible des jeunes talents à haut potentiel? Alors peut-être pour vous, Alexandre, selon vous, pourquoi? Alors, je pense que c'est un peu lié à l'histoire du management de transition. Comme on l'expliquait tout à l'heure, ça a commencé déjà par résoudre des crises. Donc, résoudre des crises, en général, une entreprise qui a une crise à résoudre, elle n'aime pas trop que ça se sache, qu'on en parle. Bon, voilà, on reste dans un milieu quand même assez feutré. Donc, ça veut dire qu'il y a peu de communication. On est sur des profils seniors, donc il n'y a pas non plus un marketing et une communication très moderne sur le sujet. Voilà, donc ça, c'était les premières années. Après, Sophie l'a souligné, est arrivé le Covid, ça a redonné un grand élan. Nous, on est un jeune cabinet, d'ailleurs, qui est né pendant le Covid, donc ça, c'est lié à toute l'histoire de Nicolas Doucerin, notre président fondateur. Et on est arrivé justement avec un élan un peu différent. Mais pour revenir à ce sujet-là, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on est sur des sujets qui sont assez peu communiqués, assez peu communicables, malheureusement. Moi, je dis bien malheureusement, parce que je trouve que les expériences sont formidables en entreprise et qu'on ferait mieux de les ouvrir à l'extérieur. Il n'y a pas de honte aujourd'hui pour une entreprise à faire face à des crises. C'est, j'ai envie de dire, le lot commun, malheureusement. C'est comme ça. On est dans un monde qui va de plus en plus vite. On reparlera de l'IA tout à l'heure. Moi, j'ai vécu la digitalisation des entreprises. Oui. Et j'avais des entreprises en face de moi qui étaient comme des lapins dans des phares, qui ne comprenaient pas ce qui se passait. Là, avec l'IA, ça va encore 10 fois plus vite et on n'en est encore qu'au début, même si on imagine à tort ou à raison ce qui peut se passer après. Donc, on est dans des bouleversements systémiques très importants. Donc, il faut peut-être réimaginer, imaginer différemment en tout cas, à la fois le positionnement, mais surtout la communication autour du management de transition. Il faut le faire briller un petit peu à l'extérieur, notamment par les entreprises. Alors justement, Sophie, selon vous, même question, pourquoi cette filière, elle reste encore un petit peu... pardon, Wendy. Pourquoi elle reste un petit peu méconnue? Je partage. Je crois vraiment qu'il y a un sujet, et d'ailleurs tu l'as dit en parlant notamment de gestion de crise, il y a un sujet de récit, il y a un sujet de storytelling. On entend parler, on a beaucoup entendu parler du management de transition. Il y a deux sujets en réalité. Le storytelling et qu'est-ce que veut dire le management de transition. Déjà dans le management de transition, il y a management.
Et donc, dans le management, on se dit assez naturellement, est-ce que c'est du management opérationnel? Mais en fait, derrière, on a d'autres réalités. On a du PMO, du chef de projet, on a de l'expertise. Donc déjà, il y a un sujet de définition. Et effectivement, il y a un sujet de récit. Aujourd'hui, on en a beaucoup entendu parler, effectivement, à travers des gestions de crise. Maintenant, ça évolue. Tu as raison, l'UX, le produit, le gros, l'acquisition. Il y a énormément de métiers maintenant qui sont de plus en plus sujets à ce management de transition. Mais comme on n'a pas suffisamment communiqué et pas partagé de modèle, Maxime le disait aussi tout au début de l'émission, on n'a pas partagé de modèle. Donc c'est un peu, toi qui interviens beaucoup sur les sujets de diversité, bon, c'est un spectre très large, mais si on prenait la parité par exemple, à un moment donné, si on prend la parole, si on a plus de modèles, si ça prend de la place, alors on va à un moment donné l'aborder différemment. Aujourd'hui, le management de transition, on n'a pas suffisamment communiqué sur ce que ça pouvait être. Et c'est pour ça que Maxime disait, mais en fait, initialement, je ne connaissais pas. C'est très intéressant. Alors justement, pour que ce soit encore plus connu, est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas l'intégrer dans le cursus DRH, justement, ou dans les dispositifs de ressources humaines de façon plus large, par exemple dans les graduate programmes, dans les alumni internes, sur la mobilité? Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas en parler déjà beaucoup plus tôt dans les formations initiales et tout au long de la... Justement, je crois qu'il faut bien clarifier. C'est-à-dire que le manager de transition n'est pas, en tout cas, on peut pas se former à ça. Pas aujourd'hui comme le collaborateur de l'entreprise de demain. Il est un des dispositifs en fait existants à la disposition de l'entreprise pour un certain nombre d'offres ou de besoins spécifiques, mais il n'est pas aujourd'hui intégré, ne serait-ce que d'un point de vue légal, j'irais en tant que collaborateur, avec, assujetti à des processus d'évaluation, de management. Donc c'est pas du tout, en fait, en tout cas la façon dont aujourd'hui on l'intègre dans notre dispositif de carrière. On n'a pas une gestion de carrière à destination des managers de transition. Précisément parce qu'un manager de transition, il est là pour une durée limitée dans le temps. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il n'a pas un statut de salarié. Et donc, par conséquent, en fait, il n'est pas intégré dans le management global. Ensuite, sur la question de comment est-ce qu'on en parle de façon plus positive, notamment le storytelling, et vous voyez, j'ai dit plus positive, parce qu'en effet, et on va se le dire, pendant un temps, le management de transition, c'était parfois un peu, justement, la voie d'une fin de cycle de carrière, et donc avec tout ce que ça comporte derrière, de vie, d'histoires vécues dans les entreprises dans lesquelles les collaborateurs ces managers de transition ont évolué, parfois abîmés, on va se le dire aussi, par ces années en fait de vie dans les entreprises, et qui sont sortis de l'organisation, de l'entreprise, et ont trouvé dans le management de transition une voie de rebond et de tremplin pour continuer à opérer. Donc on est d'accord qu'aujourd'hui, on est un peu plus éloigné de ça. Néanmoins, pour ce que je vois un peu autour de moi, il y a quand même en effet un rajeunissement parce que, comme vous l'avez dit, Alexandre, les entreprises bougent vite et certains ne se reconnaissent plus finalement dans ce que l'entreprise peut proposer parce qu'ils ont connu un certain format, que le format est en train d'évoluer et de s'accélérer, et qu'à un moment donné, il y a des décisions qui sont prises, je dirais, assez personnelles, de dire « moi, je souhaite devenir un manager de transition, je ne souhaite plus faire partie d'une organisation ». Donc, c'est comme des choix personnels, et aujourd'hui, l'entreprise intègre ces choix par besoin, mais pas du tout comme étant des parcours structurés dans lesquels on fait rentrer 100 managers de transition dans l'organisation parce qu'on a besoin de volume dans l'entreprise. Alors, je vais quand même faire rebondir Alexandre sur ça. Quelques mots quand même, Wendy, sur cette vision. Vous la partagez aussi parce qu'effectivement, alors on s'imagine, on vous l'avait dit, et merci, c'est vrai qu'on s'imagine beaucoup plus un senior en fin de parcours, avec beaucoup d'expérience, qui a vécu plusieurs tempêtes et qui peut justement venir aider les bateaux qui sont à la dérive. En revanche, par rapport à la connaissance du métier, peut-être par rapport à justement peut-être former ou du moins peut-être pour que certains collaborateurs, voire DRH, vous êtes quand même au cœur de toute transformation et de beaucoup de choses. Donc peut-être dans votre parcours à vous, est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné, que ce soit en formation initiale ou en formation continue, l'intérêt de parler de management de transition pour avoir déjà peut-être ça en tête? C'est des modèles de carrière. En fait, moi, je partage à 100% ce que tu viens de dire sur ce qu'on va effectivement une seconde voie, un plan B, comme ça a été un peu vu pendant quelques années.
Aujourd'hui, je crois quand même qu'il y a différents modèles d'organisation, en fait. Je crois qu'il y a les grandes organisations dont tu viens parler, et j'ai la même analyse, mais je crois quand même que le modèle de demain, les nouvelles entreprises qui vont naître, vont au contraire pas naître avec ce même modèle de salariat des grandes entreprises qui sont très installées. Moi, j'ai passé presque 10 ans chez L'Oréal. Alors, c'est un environnement très dynamique qui intégrait déjà beaucoup de management de transition. Initialement, on se parlait d'IT, on se parlait uniquement de finance, ça s'est largement étendu. Je crois que les nouveaux modèles d'entreprise vont au contraire pas uniquement avoir une majorité de salariat et prendre le management de transition comme juste, on va dire, un tampon, mais peut-être davantage, et c'est mon cas en tout cas, intégrer un modèle différent. Donc, grand oui à votre question, c'est-à-dire que il y a nécessité, je pense, dans la fonction RH, mais comme dans les organisations de manière générale, de vulgariser, de démocratiser à un moment donné ce management de transition pour qu'on comprenne justement qu'il a différentes formes. Il peut effectivement avoir la forme que tu partageais et il en a d'autres. Et c'est ces voies-là qu'on a besoin de montrer aujourd'hui. Et j'ai une question pour toi, Wendy. Est-ce que tu penses que c'est du management de transition ou c'est du freelancing? Alors, tu vois, on en revient sur la définition de management de transition. Non, je suis vraiment sur le management de transition, mais ça reste une mission ponctuelle. Ça reste une mission ponctuelle. Je pense simplement qu'à différents stades aussi de développement de ton entreprise, tu peux avoir parfois des besoins différents sans effectivement avoir besoin. Je crois juste que la structure même des entreprises va changer et que le modèle, entre guillemets, des grandes entreprises qui se sont créées ne sera plus nécessairement le modèle unique de demain. On aura de moins en moins de... Alors, Alexandre, justement, je vous laisse rebondir par rapport à ça. Est-ce que vous pensez aussi qu'un label, un parcours certifiant ou une accréditation pourrait structurer un peu plus cette filière ? Alors, ça pourrait être le cas. Après, effectivement, il ne faut pas confondre le management de transition et le freelancing. C'est deux choses totalement différentes. Et je pense que dans les entreprises, on voit très bien ce qu'est le freelancing, on ne voit pas toujours ce qu'est le management de transition. Est-ce qu'un label amènerait de l'éclairage là-dessus ? Je ne suis pas sûr. Moi, je pense qu'on a surtout besoin d'accepter qu'on passe peut-être à une nouvelle génération de management de transition et dans les missions, comme je disais tout à l'heure, ça n'est pas que de l'intérim management au sens intérim, justement. C'est un peu même ce terme qui vient en réalité de la terminologie anglaise, et un terme qui peut porter défaut dans une vision un petit peu plus contemporaine du métier. Donc il faut peut-être accepter qu'il y ait un champ un petit peu plus large d'intervention, une nouvelle fois parce qu'on a besoin aussi d'expertise très pointue sur des interventions. On en aura de plus en plus besoin. On parlera d'IA tout à l'heure, mais c'est une évidence. Aujourd'hui, toutes les sociétés vont être confrontées à l'IA. Je peux empiéter sur la thématique suivante, mais forcément, il va y avoir besoin d'interventions très ponctuelles, d'expertise, avec une certaine posture, très rapidement dans les entreprises pour les accompagner, sinon elles seront totalement dépassées. Donc en résumé, il faut que les DRH aient bien connaissance et avec la bonne définition. Donc, je pense qu'on peut quand même globalement se mettre d'accord sur une définition commune, que ce soit connu comme étant un outil, comme le disait Sophie, à opérer à chaque fois qu'il y en a besoin dans une entreprise, et à nous, au cœur de cet écosystème aussi, de pouvoir faire rayonner le management de transition avec une posture un petit peu différente, et aussi accompagné par les journalistes, parce que même les journalistes, il y en a assez peu en réalité aujourd'hui qui connaissent réellement le management de transition. Bon, j'ai la chance de l'avoir expérimenté, donc je suis assez passionnée par cette émission, tout particulièrement. Donc effectivement, mais et d'un autre côté, pour défendre aussi les journalistes, même qui n'ont pas vécu cette expérience professionnelle dans leur passé, on est quand même au cœur de ce qui se passe et des mouvements et des transitions, des transmutations, j'ai presque envie de dire, de tout ce qui est en train de changer. On reçoit des centaines de dirigeants par mois et on est quand même aux premières loges aussi de ce changement. Et on voit aussi, parfois on peut recevoir les mêmes personnes à 6 mois d'écart et on voit qu'il y a une énorme différence. Mais effectivement, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, et pour essayer de faire le lien, c'est que ce soit des journalistes ou même d'autres cadres, c'est qu'il faut qu'il y ait une pluridisciplinarité et qu'on soit peut-être un peu plus ouverts les uns aux autres sur nos différences et puis surtout sur nos spécialités qui peuvent être très enrichissantes pour chaque cadre et pour chaque fonction. J'ai pas envie de spoiler un petit peu la troisième partie, mais quand même, on a la chance d'avoir 2 DRH avec nous. On n'a pas parlé d'intelligence artificielle. Moi, j'aimerais bien avoir leur avis pour faire la transition, si vous êtes d'accord. Vous êtes déjà à l'aise avec l'intelligence artificielle Non, pas du tout. Alors justement, mais c'est ça qui est intéressant parce que il y a plusieurs, il y a plusieurs niveaux au niveau de l'IA. Il y a ceux qui sont très réfractaires, qui veulent pas en entendre parler. D'autres l'adorent, mais ils savent pas par où commencer. Est-ce que
selon vous, même si c'est de l'ordre de ce que l'on ressent, du ressenti, est-ce que l'IA va bouleverser vos organisations? Est-ce que ça commence déjà? Est-ce que vous voulez... Déjà, oui. Voilà. Déjà. J'y vais. Absolument. Ça a déjà largement bouleversé les Wendy, organisations. de votre côté, c'est quoi votre expérience par rapport à Alors, ça? mon expérience personnelle, c'est que je ne passe pas une seule journée sans utiliser l'IA, ça c'est évident. Ça a déjà bouleversé les organisations, c'est évident. Les nouveaux modèles qui naissent avec de l'IA. Et je vous dirais même qu'on est déjà en retard. C'est-à-dire que si on n'a pas intégré l'IA dans nos façons de fonctionner, dans nos façons d'imaginer le business, c'est plus possible. La révolution est déjà enclenchée. C'est comme dire il y a quelques années qu'on n'utilisera pas Internet. Aujourd'hui, l'IA, elle est au cœur d'absolument tout ce qu'on fait. J'ai envie de dire dans le personnel, presque dans le professionnel également. Donc on ne peut plus s'en détacher. C'est une réalité absolue. Et en même temps, je voyais une étude il y a quelques jours qui nous disait que 10% seulement des personnes dans le monde utilisent ChatGPT, et pourtant j'ai l'impression d'en entendre parler toute la journée, 10% seulement. Donc en réalité, la marge est énorme, et pourtant la révolution est enclenchée, et c'est partout dans nos organisations. Donc oui, ça a largement commencé, et si on n'a pas pris le train, il faut vite se dépêcher, parce qu'on est déjà très très en retard. Sophie. Oui, absolument. Dans nos métiers de conseil et d'audit, évidemment, l'IA a une place particulièrement importante. Nous avons développé une IA Factory depuis fort longtemps. Nous travaillons en fait sur les outils, notamment Copilot, et ça, c'est toute l'organisation. Nous accompagnons des transformations, et notamment avec des impacts IA, et sur la manière dont on passe en effet d'un modèle sans IA à un modèle full IA dans les entreprises. Donc en fait, on est déjà très confronté en fait au sujet de l'IA. Concrètement, en tant que DRH, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le métier qui avait un certain nombre de tâches, on va dire, sur une base 100. Ces tâches, vous allez mettre des agents, en fait, pour pouvoir, en effet, les optimiser, etc. La question que pose, en fait, l'IA, c'est, évidemment, on n'est pas en train de dire qu'on aura des entreprises, même s'il y a des modèles de création d'entreprises qui se font sans ressources humaines. J'ai en tête la création d'entreprise de quelqu'un dont je suis proche. Et en effet, dans le business plan, elle avait prévu 100 personnes. Et en fait, au vu de l'impact de l'IA, elle est en train d'en prévoir 10. Donc en fait, c'est réel dans un certain nombre de créations d'entreprises, et notamment quand le modèle de base est conçu en fait avec un modèle d'IA. Dans nos métiers, notamment de conseil, il est vrai que sur un certain nombre de métiers, l'impact de l'IA va être important sur les tâches les plus répétitives. La vraie question, c'est la valeur ajoutée finalement qu'on apporte supplémentaire, qui n'existe pas encore, qu'il va falloir qu'on définisse, de finalement quand un client paye X pour l'ensemble de ses tâches, quand 10%, 20%, 30% de ses tâches sont optimisées, est-ce que le client continue à payer X? Non. Il va dire, moi, vous me faites une réduction de la hauteur en fait, du pourcentage. D'abord, il faut dire que les entreprises investissent massivement dans l'IA, et notamment sur le plan technologique, pour assurer une sécurité des données, parce qu'en effet, il ne suffit pas juste d'utiliser la version ouverte de ChatGPT, mais des versions qui sont fermées, pilotées, dont les données en fait, sont plutôt vérifiées et sur lesquelles on a une véracité d'atterrissage. Et le deuxièmement, la question que ça pose d'un point de vue ressources humaines, c'est quelle est la nouvelle proposition de valeur que l'on fait à nos clients, et donc quelle est la nouvelle proposition de valeur que nous faisons à nos collaborateurs. À l'échelle mondiale, PwC vient de lancer une nouvelle proposition de valeur pour ses collaborateurs qui vise justement à anticiper l'impact de l'IA, même s'il est déjà bien en place, mais l'accélération de son implantation en mettant en place des programmes, notamment il y a un programme mondial qui s'appelle Skills et qui a vocation justement à développer un certain nombre de compétences qui vont venir apporter la valeur ajoutée supplémentaire qui va pouvoir être apportée en fait à nos clients et ne pas dévaloriser finalement la valeur des collaborateurs sur le marché. Et donc ça, c'est quand même un point important. Sur le marché, que ces collaborateurs continuent à avoir la même valeur qu'ils avaient avant. Et le deuxième point, pour le client. Alors, on a parlé, la grande nouveauté, enfin news qu'il y a eu, le breaking news qu'il y a eu, c'était pour Accenture, 11 000 salariés licenciés parce que remplacés par une IA. Quand on a des sociétés qui changent comme ça et qui explosent pour être remplacées par des IA, qu'est-ce qu'on peut apporter en termes dans le management de transition, pour rester sur ce sujet, qu'est-ce qu'on peut apporter au DRH qui voit ce tsunami arriver? Quel type de profil
peut être le plus avantageux, ou en tout cas le plus pertinent dans ce cas de figure? Parce que ça, c'est quelque chose de nouveau. On ne peut pas vraiment parler de 10 ans d'expérience dans un tsunami d'IA qui arrive pour faire du licenciement. En fait, ça bouscule tout le monde. Comment vous, face à des DRH qui sont en train de vivre cette transformation, vous réagissez et comment vous pouvez les aider? Alors, il y a au moins 3 points. Le premier point, c'est que ça bouleverse les organisations. Donc, il faut accompagner les entreprises avec un regard extérieur, parce que c'est très compliqué à piloter aussi de l'intérieur. On a beau être formé, avoir l'esprit ouvert, on a des dizaines de milliers de salariés à opérer où on sait qu'il va y avoir du changement. Donc, je pense que l'aide extérieure est la bienvenue à ce moment-là. Et déjà, le management de transition avec des personnes expérimentées sur ce plan RH peuvent amener une clé complémentaire pour éviter d'être trop seul par rapport à cette situation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi le change, c'est-à-dire qu'il va falloir accompagner dans la durée ces changements. Ouais. On ne sait pas nous-mêmes jusqu'où ça va nous mener. On peut imaginer des perspectives, mais ça peut aller effectivement très loin. On voit de plus en plus d'articles de sociétés qui disent clairement « je n'engage plus de juniors, ce sont des fonctions IA », ce qui est dramatique quelque part. C'est-à-dire qu'évidemment, comme le disait Sophie, il va falloir trouver des solutions. On ne peut pas se satisfaire de ça. Le troisième point, et pour faire un petit peu aussi pour revenir à notre sujet d'aujourd'hui, c'est que l'IA, par contre, là où c'est une opportunité, parce qu'il faut voir le côté positif, il faut voir les opportunités. L'IA, aujourd'hui, est accessible à tout le monde, parce que l'IA a toujours existé, sauf que là... On parle d'IA générative, c'est vrai qu'on est voilà, sur cette IA. C'est un peu comme le management de transition. À partir du moment où vous le remarketez, vous le remettez entre les mains de tout le monde, comme par hasard, ça devient quelque chose de nouveau. Et, et quand on parle d'IA, il ne faut même pas parler que d'IA générative, parce que le vrai sujet, il n'est pas uniquement sur l'IA générative. Il est sur l'agentique, il est sur un bouleversement complet de l'organisation et de la tech, c'est quand même, et du business. Donc, c'est les axes stratégiques. Mais là où on a quelque chose d'intéressant, c'est que finalement, l'IA va lisser, que ce soit chez les juniors ou les seniors, quelque part, de la connaissance, de l'appartenance, donc il faut accompagner en formation, il faut que tout le monde prenne conscience qu'il faut s'auto-former, il faut aller chercher des formations, il faut être dedans. C'est in ou out. Là, il n'y a pas de question à se poser. Moi, j'ai 2 enfants ados. Je peux vous dire que c'est quasiment tous les jours que je leur en parle. Et on pourrait se dire, les jeunes, il n'y a pas besoin, ils sont nés avec. Ah non, oui, mais non, ouais. il faut accompagner tout le monde. Tout le monde, effectivement. Merci beaucoup, c'est la dernière partie de cette émission. On va laisser la place à Alexandre Tsikopoulos et Maxime pour revenir. Merci beaucoup, en tout cas, mesdames, pour cet échange passionnant. N'hésitez pas à venir prendre place. Merci beaucoup. Alors forcément, on peut en parler des heures, de l'intelligence artificielle. Ça, c'est vraiment le sujet du moment. Alexandre, bonjour. Voilà, merci de nous rejoindre sur cette dernière partie d'émission. Alexandre, vous êtes étudiant en droit et créateur de contenu sur l'intelligence artificielle. Vous avez également un podcast sur ce sujet. Maxime, rebonjour. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous en début de cette émission, donc Maxime Gérard, vous êtes donc le président de la junior entreprise de HEC Junior Conseil. Exactement. Voilà, donc merci. Alors Alexandre, est-ce que ces chiffres que vous avez entendus déjà de la part de Maxime en début d'émission et puis tout ce qui a été dit vous étonnent? Alors, il y a un chiffre que je crois qui n'avait pas encore été cité, c'était sur les 850 répondants. Il y a 60% d'entre eux qui aujourd'hui utilisent l'intelligence artificielle et qui disent que celle-ci a une influence sur leur impact stratégique et autres. Je pense que c'est un véritable bouleversement, parce qu'aujourd'hui on voit bien qu'il y a une synergie humain plus IA qui se dégage. Aujourd'hui, ça devient inconcevable en fait de prendre une décision stratégique opérationnelle sans consulter au préalable un modèle d'IA, donc ChatGPT, Claude ou peu importe. Donc pour moi, c'est un véritable bouleversement pour le management de transition qui va devoir piloter toutes ces révolutions main dans la main avec justement l'intelligence artificielle. Alors justement, je vais poser la question qui fâche, mais je suis obligée de la poser. Maxime, est-ce que pour faire l'étude, vous avez utilisé l'intelligence artificielle? Il y a une utilisation qui est très courante, je pense, chez les jeunes. Oui. C'est la relecture et optimiser. Par exemple, on a une phrase et je n'arrive pas à la formuler comme je veux. Et je lui dis comment tu la formulerais, et je lui demande des propositions. Et donc j'essaie un peu de l'accompagner. Mais pour tout ce qui est relecture, vérifier qu'on n'a pas fait de faute, repasser derrière, c'est quelque chose pour lequel je dis pour toutes mes études, pour être tout à fait honnête. Maintenant, créer le contenu, réfléchir, organiser des idées et analyser la donnée, je le fais principalement moi-même. Mais par contre, pour relire, c'est aujourd'hui utilisé, je pense, par tout le monde. Aujourd'hui, j'en parlais avec des amis. Tout le monde, dans leur travail, s'ils ont le droit d'utiliser ChatGPT, parce que parfois il y a des questions de confidentialité, ils font relire tous leurs mails
avec ChatGPT. Donc s'il y a moins de fautes d'orthographe dans les mails aujourd'hui, C'est déjà pour les fautes d'orthographe, on est tous d'accord. Déjà au moins ça. Alexandre, justement, dans votre écosystème, quand vous allez envoyer en mission donc, vos consultants, vous les autorisez à avoir des outils d'IA générative avec eux ou pas? Comment ça se passe? En tout cas, c'est surtout à voir avec la société dans laquelle ils vont évoluer. Après, c'est sûr qu'un manager de transition aujourd'hui qui maîtrise l'IA et pas que l'IA générative, c'est quand même un plus pour arriver sur une mission parce qu'il va être un petit peu plus ouvert sur ce qui se fait actuellement. Là où je voudrais revenir quand même sur un point, c'est que, et pour rassurer un peu les humains que nous sommes, c'est que quand on dit on est capable de faire de la stratégie avec l'IA, n'oublions pas aujourd'hui que ça tourne avec des modèles, certes qui apprennent, mais qui tournent avec les données qu'on leur donne. Or, dans l'entrepreneuriat, quel qu'il soit, heureusement, on vit dans un monde créatif, n'oublions jamais ça, et que l'humain est quand même un tout petit peu plus créatif encore que l'IA aujourd'hui. Je ne parle pas dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, je n'en sais rien, mais c'est pour rassurer tout le monde. Donc heureusement que la création passe aussi... est un élément extrêmement important de la stratégie. Et dernier point, nous avons des humains dans l'entreprise. Une gestion de crise, ce n'est pas l'IA qui va la gérer. Une situation très complexe à opérer humainement parlant, voilà, on peut avoir malheureusement des bouleversements humains aussi très importants dans une entreprise, ce n'est pas l'IA qui va l'opérer. Donc, le management de transition, même sur ce plan-là, a encore de beaux jours devant lui. Vous êtes d'accord avec ça, Alexandre? Alors, une petite chose, oui, c'est effectivement des données qu'on donne pour entraîner les modèles de type LLM, donc large langage modèle, donc les IA génératives de type ChatGPT, mais elles sont capables aussi de générer des datas synthétiques, donc de s'auto-entraîner elles-mêmes, et avec les données qu'on leur donne, là de l'humain, non pas les données synthétiques, elles sont capables de créer, d'innover des choses qu'on n'avait pas forcément données avec ce qu'elles font. Et de plus, par contre, là où je suis d'accord avec vous, c'est que à l'ère de l'intelligence artificielle, on vit une véritable révolution aujourd'hui. Il y a énormément de business models qui étaient périns hier et qui aujourd'hui sont complètement détruits pour donner naissance à de nouveaux business models. C'est pourquoi je pense que l'on rentre en réalité dans l'âge d'or du management de transition. Est-ce qu'il va y avoir de plus en plus de missions qui vont être effectuées pour faire face à des crises, pour faire face à de la gestion opérationnelle, pour mettre tout simplement de l'IA dans les entreprises, parce qu'aujourd'hui, vous avez parlé de lapin, mais moi, j'utilise le terme de poule avec un couteau. La plupart des entreprises, quand vous leur parlez d'intelligence artificielle, comment les intégrer dans les process, etc., elles ne voient pas exactement où il faut en venir. Et c'est assez récent, l'intelligence artificielle, hein, c'est 2023. Bon, il y a des premiers modèles en 2022, mais tellement mauvais que personne n'en parlait. Ouais. Et à chaque Sur fois l'IA générative. Exactement. Et à chaque fois qu'on a une révolution industrielle qui arrive, en réalité, il faut plusieurs décennies. Bon, là, ça va aller plus vite, avant que ça soit opérationnel. Juste un petit exemple historique. James Watt, en 1769, qui a inventé la machine à vapeur, il a fallu attendre 4 décennies, soit 1810, avant qu'il y ait des applications industrielles en Angleterre, et même 1820 pour qu'il y ait des applications industrielles en France. C'est pourquoi les génératives, ça va prendre énormément de temps. Il faut former, il faut même investir au début, à perte, avant d'avoir des gains par la suite. Alors, il y a quelque chose qui on va dire, une sorte de bruit de couloir dans les médias, dans ce qui peut se dire, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de stagiaires qui ne vont plus trouver de stage parce que le management intermédiaire opérationnel n'en a plus besoin à cause de ChatGPT, ou en tout cas à cause de l'IA générative qui peut fournir... Et pas que ChatGPT d'ailleurs, hein, pour parler de Lovable, enfin on peut en parler de beaucoup, mais qui va générer des présentations en quelques clics, même des sites internet, des applications mobiles. Et donc, s'il n'y a plus de stage, eh bien, il n'y a plus de jeunes qui peut rentrer dans le marché du travail et qui peut gagner en compétences. Est-ce que justement, ces managers de transition ne vont pas être la clé parce que c'est eux qui vont finalement plutôt gérer, manager des agents IA plutôt que des stagiaires? Comment ça va se passer? Je pense qu'on aura les deux, mais vous avez raison, on a même des ex-startups, pour en citer une, Klarna en Suède, qui a déclaré il n'y a pas si longtemps, je ne prends plus de stagiaires, je n'utilise que l'IA. Voilà. Moi, je pense qu'on vit toujours dans un monde qui doit trouver son équilibre. Donc, on trouvera une voie. Voilà. Il ne faudra pas non plus opposer l'IA avec l'humain. Il va falloir qu'on apprenne, il va falloir que l'un fasse avec l'autre, parce que le monde demain ne va pas tourner avec des entrepreneurs, des sociétés où il n'y a pas un seul salarié, où il n'y a que de l'IA. Il va falloir des consommateurs. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut que ça se régule. Ce qui est sûr, c'est que les changements sont rapides et violents. Pour reprendre le parallèle avec la digitalisation, moi, j'ai eu la chance d'arriver très tôt, en 96-97. Bon, il fallait déjà expliquer ce qu'était la digitalisation. Ça a pris des années. Ce que je vois aujourd'hui avec l'IA, honnêtement, j'ai l'impression que la courbe
d'absorption, d'adoption de l'IA, elle va 10 fois plus vite. On est en train de regarder, alors qu'il faudrait déjà regarder le coup d'après. Donc c'est très difficile. Donc là où je rejoins à 4000% Alexandre, c'est que du coup, les sociétés, je pense, n'auront pas d'autre choix que de se reposer sur tout un tas d'experts, et on ne parle pas que d'experts techniques, comme je disais tout à l'heure, RH, opérationnel, de direction de projet ou autres, pour intervenir ponctuellement, mais de manière très impactante. Et là, on retrouve le management de transition sur ce que ça peut apporter aux entreprises. Oui, on revoit souvent maintenant sur les réseaux sociaux cette vidéo qui passe de Bill Gates en 1995, qui était sur un talk show et qui devait se justifier et expliquer qu'Internet, c'était la révolution. Et le présentateur, alors je ne fais pas de la pub pour mon métier, mais qui disait justement, mais la radio, c'est déjà suffisant, non? Pourquoi on a besoin de réécouter? Puis on a le VHS, on a la cassette, on peut enregistrer des choses et le revoir après. Pourquoi on devrait avoir tout sur un écran? Ça nous paraît complètement absurde aujourd'hui quand on voit tout ce qu'on peut avoir grâce à Internet. Et aujourd'hui, on est aussi en train de faire un peu la même chose avec l'intelligence artificielle, où on se dit oui, mais non, mais est-ce qu'on peut... Alors, est-ce qu'on est sur un discours modéré qui est assez juste? Est-ce que vous, en tant que jeune, vous pouvez nous le dire, on est là pour ça. vous avez plutôt une vision de ça va aller beaucoup plus vite ou on est en train de passer à côté de quelque chose? Dites-le nous, on a envie de savoir. On est véritablement sur une exponentielle, mais en tant que jeune, justement, vous aviez parlé du fait que ça devient de plus en plus compliqué pour les jeunes de trouver un stage avec les déclarations que vous avez citées. Et de manière plus générale, il y a une conjoncture aujourd'hui, qui démontre que les jeunes ont de plus en plus de mal à accéder au marché du travail. Il y a de plus en plus de chômage chez les jeunes. Alors, ce n'est pas catastrophique, encore une fois, mais il augmente. Alors, est-ce que c'est structurel, est-ce que c'est conjoncturel? Ça, c'est difficile à dire. En tout cas, les postes de juniors, les stages, etc., tout ce travail-là peut être aujourd'hui automatisé par l'intelligence artificielle. Un exemple très concret, dans les cabinets d'avocats, les paralegals ou les petites mains des avocats, c'est faire de la synthèse d'arrêt, de la Cour de cassation, du Conseil d'État, etc. Mais tout ça, aujourd'hui, c'est totalement automatisable par l'intelligence artificielle. Il le fait même mieux, plus rapidement, sans aucune faute d'orthographe. Oui. Et c'est... Il ne faut pas passer derrière, en plus. Effectivement. Ça gagne du temps. Il faut toujours relire de temps en temps, c'est une petite hallucination. Oui. Mais globalement, c'est assez bon, c'est même très bon. Et donc, oui, il y a effectivement la conjoncture, en tout cas pour les jeunes, et de mauvais augures. C'est pour ça qu'il va falloir trouver une complémentarité, essayer de voir quelles sont les zones où l'humain est meilleur. On sait que pour les tâches séquentielles, balisées, l'IA va exceller, c'est son terrain de chasse. En revanche, pour les tâches déstructurées avec de nombreux participants et autres, là, l'humain garde une supériorité nette sur l'intelligence artificielle, en tout cas pour le moment. Oui, parce que vous êtes tous les deux, vous êtes encore étudiants. Oui. Voilà, donc vous allez bientôt sortir d'un master, en tout cas on vous le souhaite, ou peut-être même plus. Justement plus, on se demande si les PhD sont encore d'actualité aujourd'hui entre le doctorat. Est-ce que justement dans ce monde qui change aussi vite, avec cette incertitude sur les stages, est-ce qu'il y aurait plus envie de se retourner vers du management de transition justement pour apprendre très vite avec des personnes seniors et justement avoir plusieurs expériences, plusieurs missions dans des secteurs d'activité différents? C'est ce que propose, est-ce qu'offre cette possibilité de cette carrière, en tout cas de ce métier. Est-ce que justement ça ne vous invite pas à aller plus vers ce type de métier? Alors effectivement, vous l'aviez très bien rappelé tout à l'heure, il y a de plus en plus de jeunes qui ont un véritable engouement pour le management de transition. Bon, bien sûr, ça reste majoritairement des seniors de plus de 50 ans, voire plus, qui ont ces postes-là, mais je pense qu'il y a un véritable engouement au niveau des jeunes, justement parce que ce sont des missions, c'est un gain d'expérience absolument formidable de pouvoir aller faire des missions à droite à gauche. En plus de ça, il y avait 68% des jeunes qui étaient intéressés par la rémunération qui est assez élevée, même si ça crée une certaine instabilité économique, parce que de par les missions, c'est assez volatile les revenus. Et donc je pense qu'il y a un véritable engouement, en tout cas pour les jeunes dans le management de transition, surtout à l'ère de l'IA. Ça vous fait pas peur de vous dire, OK, je vais être accompagné par un senior, le côté intergénérationnel? Alors, je pense que c'est nécessaire parce que le manager de transition, lorsqu'il doit piloter un projet, répondre à une crise ou autre, ou faire de l'opérationnel, il faut, je pense, une certaine expérience dans des entreprises. Des fois, ça peut être un peu compliqué pour un jeune de 30 ans de venir et de devoir faire face et de devoir manager des équipes de seniors, etc. Donc je pense qu'il faut construire une intergénérationnalité pour justement le management de transition et que c'est indispensable d'avoir un cadre et une formation même pendant le pilotage de la mission. Oui, Alexandre. Non, mais c'est exactement ça. C'est qu'une nouvelle fois, on n'est pas là pour opposer, on est là pour créer le lien, tout simplement. Donc,
Je pense que nous, cabinet de management de transition, notre responsabilité, c'est d'accompagner un nouveau modèle, qui est finalement, d'un côté, on n'en a pas parlé, mais un nouveau modèle de société, on l'a un peu effleuré, mais c'est ça qui nous attend quand même. Ça, on ne va pas le construire tout seul, c'est de la société dans son ensemble, les politiques. Pour l'instant, ce n'est pas un sujet qui est complètement sur la table, même si, bien évidemment, ce sont des interrogations auxquelles il y a un certain nombre de personnes qui tentent d'imaginer des modèles pour demain. Il n'y aura pas le choix. Par contre, au niveau écosystème, je pense que c'est le rôle des cabinets. En tout cas, c'est dans notre ADN et c'est ce qu'on a envie de faire chez Valumène. On n'est pas là pour uniquement positionner des managers de transition sur des missions. On est là pour accompagner toute l'année, pendant toute leur carrière de manager de transition, que ce soit des seniors ou demain, je l'espère, des juniors, et justement de conjuguer cette grande famille finalement. C'est ça notre rôle, c'est d'être le trait d'union, d'apporter de la formation, du soutien aussi, parce que n'oublions pas, l'indépendance, c'est bien, mais on est tout seul. Il y a beaucoup de solitude, on n'en a pas parlé ce soir, ce n'était pas le sujet, mais n'oublions jamais ça. Il n'y a pas que des bons côtés, ou en tout cas, il n'y a pas que des choses désirables dans le management de transition ou le freelancing. Donc c'est aussi notre rôle d'accompagner en intermission et d'avoir un rôle aussi RH. Donc voilà, pour répondre clairement à votre question, je pense qu'on est au cœur de cet écosystème, à nous d'amener cette solution un peu plus globale et non pas simplement du positionnement en mission. Et après, c'est une question de société aussi. On a l'impression, en vous écoutant parler, qu'effectivement, cette jeune génération se rapproche encore plus des seniors qui ne se retrouvent plus, au final, qui ne savent plus. C'est-à-dire qu'on peut arriver sur un fin de parcours de carrière, comme disait Sophie, où on se dit, comment je peux rebondir ? C'est quoi le plan B ? C'est quoi mon autre vie ? Et donc, le management de transition est une réponse à ça. Et finalement, on a aussi des jeunes qui se disent, j'arrive sur un marché où il y a de l'intelligence artificielle, où il y a des licenciements, les stagiaires sont plus pris. Finalement, ce sont les deux extrêmes qui se retrouvent, on dirait, et qui peuvent faire un binôme assez percutant pour ces entreprises en pleine mutation. Maxime, vous, justement, quand vous avez fait cette étude, j'imagine que vous n'avez pas été tout seul à le faire, qu'est-ce que votre équipe a pensé de ça ? Est-ce que ça a révélé des vocations ? Est-ce qu'ils ont eu peur plutôt ? Comment a réagi aussi tout l'écosystème d'une junior entreprise ? Alors nous, au début, sur la mission, on était 2 chefs de projet. Et donc on a commencé à faire des recherches, etc. Donc on a dû beaucoup s'intéresser à ce sujet. Et c'était assez nouveau et assez intéressant. Et ensuite, on a pris toute une équipe pour nous accompagner, pour réaliser l'étude, l'accompagner. Donc on était une petite dizaine d'une entreprise. Et c'était intéressant parce qu'il y a eu des réactions assez diverses parmi les gens qui trouvaient ce modèle hyper intéressant, hyper novateur, parce qu'en fait, personne ne le connaissait, pour être tout à fait honnête, sur les 10, sur une dizaine de personnes. Et d'autres qui étaient un peu plus réfractaires parce que vous voyez le côté, ce qu'on disait, un peu français, un peu instable, et se dire, c'est bien, mais j'ai une mission, demain, est-ce que je n'aurai une autre, etc. Personnellement, je trouve ça intéressant, notamment, on parlait de l'ère de l'IA. Aujourd'hui, on a vu dans les startups américaines un espèce de mercato où on allait chercher un tel parce qu'il était très très fort en machine learning et on venait de le payer des salaires, on a dit quasiment un mercato de foot. Et je pense que ça rentre dans cette conjoncture d'avoir des gens qui vont venir ponctuellement, qu'on est prêt à bien payer parce que l'enjeu est de taille. On voit Meta, on voit OpenAI qui mettent des sommes sur la table qui sont quand même énormissimes. Et je pense que donc, tout cet environnement, cet écosystème aujourd'hui et cette importance qui est mise dessus fait qu'il y aura des opportunités. Et moi, je le voyais comme ça, comme d'autres personnes de mon équipe, même si d'autres ont un peu peur de cette instabilité qui, forcément, est inhérente au travail de manager de transition. Alexandre, comment on pourrait faire pour motiver un petit peu plus la jeunesse à se pencher sur ces métiers ? Alors, vous pouvez nous donner aussi des conseils pour les RH, pour ceux qui recrutent, mais aussi, pourquoi pas, pour des sociétés spécialisées ? Alors, je pense déjà simplement en parler davantage, parce que je ne sais plus, c'est 51% des jeunes que vous avez interviewés qui disaient qu'ils n'avaient jamais eu connaissance du management de transition. J'ai fait aussi mon petit sondage de mon côté avec des amis qui ont fait l'ESSEC et HEC, une bonne école de commerce globalement, qui n'ont jamais entendu parler du management de transition. Je leur ai posé la question, il a fallu que je répète plusieurs fois, d'autres qui me disaient je ne sais pas ce que c'est. Donc je suis assez étonné qu'on n'en parle pas davantage, en tout cas dans les écoles de commerce et autres. Donc en parler davantage, comme le fait très bien M. Hamp. Et je pense que c'est la clé déjà pour susciter des vocations. Alors, en parler davantage dans les écoles, est-ce qu'il y aurait une autre technique, peut-être sur les réseaux sociaux, peut-être en parler aussi un peu plus ? Est-ce qu'il faudrait des influenceurs de management de transition, pourquoi pas, pour en parler ? Ça pourrait être une bonne stratégie, étant donné qu'on sait très bien que les jeunes sont plutôt
Sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, un Américain sur 2 se renseigne grâce à TikTok, Instagram. Je ne sais pas si c'est forcément souhaitable, mais en tout cas, c'est la réalité. C'est la réalité, tout à fait. De notre côté, côté justement Valumène, est-ce que vous voyez, comment vous voyez déjà l'évolution de ce métier? Comment vous pouvez donner envie, puisque là on est en train de parler justement, on est en train de communiquer comme le suggère Alexandre, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces jeunes qui regardent aujourd'hui cette émission? Qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme espoir pour l'avenir? Que le métier d'aujourd'hui, c'est un métier de demain, puisqu'on l'a dit, avec l'arrivée de l'IA qui va transformer les organisations, il y aura probablement de plus en plus besoin de faire appel au management de transition. On peut s'ouvrir davantage sur des profils effectivement différents et pas uniquement aller attaquer les fonctions au niveau COMEX et les C-level, les COMEX et CODIR. Donc déjà, on peut élargir la définition du management de transition pour demain. Et oui, en tout cas nous, mais je pense que c'est la responsabilité commune d'aller expliquer ça dans les écoles. Et c'est l'intérêt de cette étude, c'est qu'elle a démontré qu'il y avait un intérêt. À partir du moment où il y a un intérêt, il y a une voie. S'il y a une voie, il faut la prendre, il faut l'accompagner. Et après, ce que je vous disais tout à l'heure, c'était effectivement pas que les journalistes ne connaissent pas le management de transition, c'est qu'on en entend assez peu parler en réalité dans les médias. C'est pas un sujet qui est mis régulièrement en avant. Donc on a notre part de responsabilité. Mais les médias aussi. Non, mais en tout cas, je pense qu'il y a un intérêt fort à le mettre davantage en avant. En tout cas, non, c'est vrai, effectivement, c'est pas forcément un métier qui vient en tête tout de suite, et pourtant, c'est quand même l'un des métiers phares et clés dans cette et surtout qu'ils prendront beaucoup de plaisir dans l'émission. Je pense qu'on peut avoir quelques personnes qui peuvent en témoigner avec nous. C'est un métier à fort impact. En peu de temps, on est capable quand même d'avoir une vraie intervention, que ce soit stratégique ou opérationnelle dans une entreprise. On a la chance d'avoir des personnes qui sont extrêmement talentueuses et qui ont un parcours incroyable quand même pour faire ces missions. Mais je pense que ça peut réveiller des envies pour les plus jeunes. Alors, on nous reste quand même un petit peu de temps parce que là, vous avez dit un mot important, impact. Et je pense que c'est surtout ça aussi que recherche la jeunesse, et j'ai envie de dire l'humain, c'est d'avoir de l'impact chez les autres et dans ce qu'il fait, dans sa fonction. On peut avoir de l'impact avec finalement pas des années de compétences, avoir aussi la bonne idée, le bon prisme, peut-être la bonne stratégie. Quel type d'impact il peut y avoir justement par rapport à ces jeunes qui aimeraient intégrer cette fonction? Quel type d'impact vous avez déjà vu et qu'est-ce qu'un jeune pourrait faire pour impacter rapidement? Parce qu'on peut se dire, en tant que jeune, je n'ai peut-être pas assez d'impact que quelqu'un qui est plus senior. Bon, alors, il y a quelques exemples en dehors du management de transition qui sont quand même assez connus et qui démontrent qu'on peut avoir un impact et une trajectoire assez incroyable tout en étant jeune. On en parlait dans l'IA. Vous prenez la trajectoire de Fidji, qui est quand même à la tête aujourd'hui des applications futures d'OpenAI. C'est juste incroyable et elle est arrivée à moins de 40 ans et elle a une trajectoire depuis le début qui est juste extraordinaire. Vous prenez Agathe Pompéi, qui a 28 ans, a pris la direction France de Leroy Merlin. Ça fait couler beaucoup d'encre. Aujourd'hui, elle est encore à la tête de Leroy Merlin France. Voilà. Donc déjà, on peut quand même faire confiance aux jeunes. À partir du moment où ils ont du talent, où on est capable de le détecter. On a parlé peu de détection ce soir, mais c'est aussi une clé. Il faut aller les détecter. Comment vous les détectez, vous, les talents ? Ça fait un peu partie aussi de notre métier, le sourcing. Donc le sourcing, c'est quand même d'aller chercher des personnes qui ont un parcours ou qui ont une certaine expérience. Donc je pense qu'on peut peut-être élargir un tout petit peu le scope, justement, en allant très tôt. C'est ce que les entreprises font aussi pour recruter les talents de demain. Elles vont directement dans les écoles. Donc, une nouvelle fois, je pense que la clé, c'est d'aller déjà chercher les étudiants là où ils sont, c'est-à-dire dans les écoles, pour détecter ces talents et trouver un modus operandi, peut-être une nouvelle fois avec les entreprises, parce que je pense qu'il y a vraiment des choses à créer ensemble. S'il doit y avoir un label, il n'est peut-être pas à construire tout seul, il est peut-être surtout à se coparrainer avec certaines entreprises qui sont en avance là-dessus. On a des écoles aussi qui sont formidables, comme Albert School, qui travaille sur la data ILIA, qui travaille aussi avec des entreprises, et qui, il y a déjà 2 ans, moi, pour les avoir rencontrés, expliquait que l'IA allait ramener une révolution des cols blancs, ce qui est nouveau et ce qui est exactement en train de se passer. Donc je pense que c'est ça l'écosystème de demain. Il faut que nous-mêmes, on soit quelque part aux antipodes entre l'accompagnement au quotidien de nos managers de transition seniors, parce que c'est eux qui font aussi toute la beauté aujourd'hui
grâce à la réalisation des missions du métier de manager de transition, mais aller aussi chercher les jeunes à l'opposé pour les accompagner et leur faire connaître ce beau métier. On arrive bientôt à la fin de cette troisième partie. Est-ce que vous avez le mot de la fin, j'ai envie de dire, parce qu'ensuite je vais inviter à nouveau Sophia et Wendy de nous rejoindre pour clôturer. Alexandre, avec tout ce que vous avez entendu et tout ce que vous voyez aussi dans vos émissions podcast et dans tout le contenu que vous faites par rapport au monde du travail qui change, à l'intelligence artificielle, est-ce que vous avez un mot de la fin à dire justement par rapport à ce métier ? Je pense qu'il y a de la place pour les jeunes, que ce soit dans le management de transition ou autre part. Il faut faire preuve d'avoir une bonne culture générale pour avoir une vision stratégique, de faire preuve de souplesse intellectuelle pour être rapide dans la prise de décision, faire preuve d'agilité, en fait, tout simplement. Je pense que pour ceux qui ont fait une bonne école, qui réfléchissent, qui travaillent, il y a de la place en complémentarité avec l'intelligence artificielle. En revanche, pour les gens qui loupent le virage, qui sont un peu moins souples sur le plan intellectuel, qui malheureusement n'ont pas toujours la chance de pouvoir bénéficier de bonnes écoles, ça va être plus compliqué. Notamment, vous le rappeliez que le management de transition est quand même assez exigeant, d'autant plus pour les jeunes qui manquent cruellement d'expérience. Mais avec beaucoup de travail et une bonne stratégie, je pense qu'on peut y arriver. Maxime ? Moi, je noterais que même pour ceux qui n'ont pas fait des bonnes écoles, aujourd'hui, on a une chance, c'est que l'IA, pour on va rebattre des cartes, va permettre, tout le monde part d'expérience zéro il y a 2-3 ans. Donc dans 10 ans, ceux qui auront 10 ans d'expérience en IA, ça peut être des jeunes d'aujourd'hui, et ce seront en fait les gens qui ont le plus d'expérience dans l'IA. Et aujourd'hui, on a la chance sur Internet de pouvoir se former à l'IA, de pouvoir expérimenter avec les modèles, de pouvoir vraiment avoir accès à toutes ces ressources. Et que pour les jeunes, il y a ce risque, on parlait des stages, des choses comme ça, mais dans chaque risque, dans chaque transition, il y a aussi des opportunités à aller chercher. Et je pense que ça rebat les cartes et que tout le monde peut aller justement en profiter. Qu'il faut prendre ce virage, comme tu disais, être très agile, ne pas hésiter à y aller, le prendre... Et pour les jeunes, notamment, le prendre à fond pour faire face à ces manques de stages, ces manques d'opportunités qu'on peut ressentir, et vraiment se former et aller à 200% dans l'IA, je pense. Alors, vous avez dit quelque chose d'important, c'est par rapport aux grandes écoles. Effectivement, pas forcément tout le monde peut avoir une grande école et ça n'empêche pas qu'il ou elle soit un talent. Est-ce que justement l'IA ne peut pas venir justement retirer ce fossé qu'il y a entre ces différents types d'étudiants? On peut parler aussi des universités qui sont très différentes des écoles de commerce. Est-ce que l'IA ne peut pas être justement l'outil et l'arme de guerre de tous ces étudiants qui ne sont pas forcément en grande école, mais qui peuvent peut-être apporter un nouveau regard sur le monde qui change, sur les entreprises qui changent? Est-ce que ce n'est pas aussi une opportunité pour elles de grandir et de faire la différence? Je pense que de toute façon, les grandes écoles servent beaucoup aujourd'hui à faire un filtre et ça permet, je pense, à aller trouver des étudiants parce que des étudiants qui ont prouvé qu'ils étaient assez scolaires pour rentrer dans ces écoles, suivre ces cursus qui sont exigeants. Maintenant, je pense que ça laisse une deuxième chance à tous les gens qui n'ont peut-être pas eu cette chance-là, qui n'ont peut-être pas vu les opportunités, qui n'ont peut-être pas prises, de se former à l'IA, d'avoir une expertise qui va être très pointue et très demandée, je pense, et de plus en plus demandée, et donc d'être aussi d'avoir une valeur sur le marché du travail qui ne vient pas de leur école, mais donc en fait de skills qu'ils ont appris eux-mêmes, que ce soit Albert School, qui par exemple est maintenant une école très reconnue alors qu'elle n'existait pas il y a quelques années, et la percée est assez spectaculaire, ou même en apprenant tout seul en ligne, par des certifications, par des cursus en ligne. Donc je pense que ça va permettre de rétablir les cartes en termes de skills, ça j'en suis assez certain. Ouais. Très bien. Messieurs, merci beaucoup. Je vais rappeler Sophia et Wendy, merci beaucoup. Vous avez été d'accord avec ce qui a été dit? Ça donne envie, Alexandre, selon vous, de recruter peut-être des étudiants qui ne sont pas forcément issus de très, très grandes écoles prestigieuses, mais de laisser peut-être un peu plus la chance à ces étudiants qui viennent peut-être avec des connaissances de l'IA et des agents IA que peut-être d'autres étudiants de grandes écoles n'ont pas. Déjà, je crois qu'on a trouvé 2 influenceurs de management de transition ce soir. Donc ça, c'est plutôt bien pour l'image demain. Oui, les talents, ça se trouve partout. Une nouvelle fois, il faut juste les détecter. Donc, il ne faut pas raisonner uniquement en termes d'école. Il faut raisonner en termes d'accompagnement. Voilà. Comment on arrive à détecter ces talents le plus tôt possible? On ne peut pas être partout tout le temps non plus, hein, donc il faut déjà démarrer une action. Voilà, ce soir, je pense qu'on a quand même eu quelques idées, avancé quelques théories pour aller chercher ces jeunes talentueux. Tout le reste à construire aussi, puisqu'on a beaucoup parlé des managers de transition, du mentoring, ça se construit à 2. On ne les a pas fait beaucoup s'exprimer ce soir, mais ce serait intéressant de continuer ces débats avec les managers de transition pour avoir leur avis, bien entendu, seniors. Mais
En tout cas, c'est à chacun de donner envie d'aller vers le management de transition. C'est à chacun de faire la bonne communication le plus tôt possible. Et non, ce n'est pas réservé uniquement aux grandes écoles. Mais je pense que peut-être que Sophie aura une réponse encore plus... Alors voilà, c'est la passe décisive. Dites-nous. Non, je suis tellement d'accord avec ça. Et d'ailleurs, vous savez que ce soit en effet les sujets d'IA ou les sujets d'inclusion, on a souvent l'habitude de séparer un peu les choses. Et je crois que vous l'avez dit, en fait, nous, notre enjeu, c'est de trouver les talents là où ils sont, quelle que soit leur particularité, quel que soit leur parcours, quel que soit leur chemin de vie. Et en fait, c'est ça qui fait un collectif qui vit, un collectif qui est disruptif et créatif, voit les choses différemment, avec des approches nouvelles, par le management de transition, notamment avec des voies extérieures, par la différence en fait, qui existe dans les parcours de vie des uns et des autres. Donc l'IA, par contre, est un accélérateur, je trouve, justement de cela, c'est-à-dire que ça va en effet permettre à ceux qui ont plus de mal à conceptualiser, parce que la capacité de conceptualisation, elle n'existe pas chez tout le monde. Il y a des gens qui sont très bons d'un point de vue technique et qui ont un peu de difficulté à prendre de la hauteur. L'IA, en fait, va permettre de mettre un peu plus tout le monde d'accord, et en tout cas avec des prises d'action et de communication, parce que c'est aussi ça, en fait, l'enjeu, qui vont être plus facilités grâce à l'IA. Et pour revenir au management de transition, quand vous parliez du mot de la fin, mais le management de transition, c'est finalement en fait aussi la capacité de s'appuyer sur des expertises et notamment sur des savoir-faire peut-être un peu plus qui ont connu, pardon du terme, mais un peu le fichier Excel, parce que d'un point de vue cognitif, c'est extrêmement important. Faire des rapprochements, par exemple, compte à compte, quand vous faites de l'audit, l'IA va vous le faire. Mais le regard critique qui va vous permettre en fait, de savoir que là, il y a une erreur, eh ben, c'est parce que aussi, d'un point de vue juste pragmatique, vous avez fait ce rapprochement, pour les plus anciens, un peu papier-crayon. Et en fait, cognitivement, vous avez développé en fait, une aptitude à identifier tout de suite où pouvait être l'erreur. Et là, je trouve que la notion de senior et de plus jeune peut en effet avoir une vraie fertilité, une cross-fertilité positive, parce qu'en effet, avoir vécu tout son parcours professionnel avec de l'IA, en fait, moi, je serais intéressée en tant que DRH de savoir comment, d'un point de vue savoir-faire, vous développez cognitivement les moyens de pouvoir avoir un regard critique sur ce que vous faites. Et là, vous venez encore plus d'accentuer le fait que le duo senior-junior est important. Absolument. Parce qu'effectivement, si on n'a que des juniors qui utilisent que l'IA, c'est leur capacité cognitive, on le sait, il y a déjà des études qui ont été réalisées, qu'elles ne sont pas autant développées que ceux qui n'utilisent pas encore l'IA. Alors ça, c'est vrai que c'est encore, on ne peut pas savoir ce qui va se passer dans les 10-15 prochaines années. Mais je crois que c'est notre enjeu, en tout cas, en tant que DRH. Mais donc, du coup, c'est vrai que pour Valumène, c'est assez prestigieux de se dire qu'il y a un duo qui est formé. Et qu'on va pouvoir expérimenter ça ensemble, ce serait très intéressant. Voilà. Wendy, pour le mot de la fin, si vous deviez justement refaire une recommandation, peut-être soit à d'autres DRH pour qu'ils n'hésitent plus à aller se tourner vers le management de transition, ou à des jeunes, pourquoi pas, de faire le pas, de venir postuler chez Valumène ou chez d'autres. Voilà. Moi, ce que je retiens, effectivement, on se posait la question des jeunes talents. Ce que je comprends, c'est qu'il y a une envie, il y a une demande, et qu'in fine, l'âge n'est pas un KPI, quelle que soit la génération. On se parlait des plus seniors, on se parle maintenant des plus jeunes. Donc, en réalité, intégrer des jeunes qui, d'ailleurs, en ont envie, ne veut pas dire baisser le standard. Parce qu'à un moment donné, c'est un peu cette crainte qu'on a vis-à-vis des jeunes. C'est cette vision-là, c'est baisser le standard, c'est un peu la valeur perçue de ça. C'est ça. Ce serait finalement, attention, parce qu'en fait, Alexandre le disait tout à l'heure, ils ne sont pas suffisamment prêts. D'ailleurs, c'est les craintes que les jeunes expriment eux-mêmes dans l'étude. Oui, ils ont eux-mêmes cette vision de exactement. Et donc, c'est une sorte de miroir qui se reflète. Donc, c'est d'intégrer ce message que, justement, accueillir ces jeunes, ce n'est pas le baisser le standard, au contraire. C'est élever le niveau, c'est élever ses talents, et c'est élever aussi les organisations dont on parlait, qui ont nécessairement besoin d'intégrer, on le disait notamment dans des domaines de l'IA, mais ça pourrait être d'autres domaines, maintenant, ce management de transition. Alors, j'ai juste une question qui peut paraître un peu particulière, mais est-ce que parfois, il faut faire du management de transition avec les managers de transition pour justement qu'il y ait cette espèce de conduite du changement en interne entre eux pour que les seniors acceptent les juniors et vice-versa. Alors, l'inverse, je pense que c'est plutôt accepté, mais
parfois, quand on est senior, on peut aussi avoir un problème d'accepter un jeune qui vient avec tellement d'outils IA et qui vient peut-être un peu sur ses gros sabots, peut-être qu'il peut être perçu comme ça. Est-ce que ça arrive déjà dans le milieu, dans ce secteur, dans ce métier? Parce que ça peut arriver dans d'autres métiers, ça on le sait, mais dans celui-ci. Bon, je ne veux pas m'exprimer à la place des managers de transition, mais aujourd'hui, on est quand même sur une seniorité. Effectivement, on est sur un métier d'excellence, quoi qu'il arrive. Donc, je suis d'accord avec Wendy. Là, je n'ai pas un KPI. Maintenant, il y a besoin d'expérience. Les jeunes l'ont dit, tant mieux. Donc, déjà, tout le monde est conscient de là où il faut aller. Et on était juste sur le chemin. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, je ne pense pas qu'il y ait d'opposition de genre. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment les couples qu'on a abordés entre seniors et juniors, ce fameux trait d'union à tracer et à accompagner. Donc, c'est le cheminement qu'il faut avoir demain. Donc, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, les managers seniors soient réfractaires à ça. Vous serez réfractaire? Je demande au public, puisqu'on a un public. Serez-vous réfractaire, non, aux jeunes? Non. Voilà. Bon, voilà, on a... Les clients, peut-être. Ah, ça, c'est une bonne question. Voilà, les clients. Est-ce qu'eux seraient réfractaires? Les clients, peut-être. Oui. Il y a un nouveau modèle à trouver. Il y a un nouveau modèle à trouver. Bon, en tout cas, on a la réponse, un écho du public qui est plutôt senior, on doit l'avouer pour ce soir, mais qui est plutôt très ouvert à ce duo. À convaincre, c'est donc effectivement c'est cette clientèle qui doit... j'ai l'impression que c'est déjà... non, on en revient à l'écosystème. C'est les cabinets au centre, avec les jeunes, les seniors qui, eux, amènent l'expérience, et les entreprises. Il faut les inclure dans le schéma, je pense, parce qu'il faut arriver à convaincre. Je pense que 1 + 1 égale un peu plus que 2. Et il faut juste déjà sortir simplement des fonctions exec pour accepter ça aussi. Peut-être, je ne sais pas. Oui, Sophie, vous allez dire... Oui, je voudrais juste un point. Il n'y a pas des seniors qui ne font pas de l'IA et des juniors qui font de l'IA. Il y a l'inverse aussi. Non, il y a quand même, quand je parlais un peu de cross-fertilité, et en effet, c'est un challenge que vous avez, entreprise qui gérez du management de transition, c'est vous-même un enjeu de formation et de développement en fait, des compétences des managers de transition, parce que avoir des managers de transition experts qui sont totalement hermétiques à l'IA, en fait, dans des organisations qui sont en mouvement, c'est tout aussi... ça ne fonctionnera pas. Donc, il y a bien sûr des savoir-faire, des expertises particulières sur lesquelles on a besoin, en fait, de monter en compétence nos collaborateurs pour qu'ils puissent acquérir ce que je disais, les expertises augmentées, en fait, par l'IA. Et puis, il y a aussi des managers de transition qui, pour accompagner les transformations dont vous parliez, Alexandre, ont besoin d'être alertes en fait, sur le sujet de l'IA. Et donc, il y a un enjeu de formation très important de votre côté. Voilà, formation, et puis c'est vrai qu'on peut finir sur cette touche aussi qui ne va pas stigmatiser. Les jeunes utilisent l'IA, oui, c'est ça. Les seniors ne l'utilisent pas, ce qui est complètement faux. Absolument. Puisqu'il y a beaucoup de seniors qui utilisent l'IA mieux que les juniors, d'ailleurs. Absolument. on est très surpris aussi, et pas forcément surpris. Je pense qu'il y a eu tout quand même... Voilà, ils ont connu Internet, ils ont connu beaucoup de choses, beaucoup de révolutions. C'est vrai. Finalement, c'est peut-être presque moins étonnant de voir des seniors... prendre l'IA en main de façon beaucoup plus facile et accessible que finalement peut-être un junior qui est né avec toute la facilité et qui, pour lui, ne va peut-être pas aller creuser autant pour se mâcher du travail qu'il n'a jamais connu au final. Oui, absolument. Donc, par contre, c'est vrai que c'est une démarche individuelle qui demande un effort. Et je dirais, pour les seniors que vous pouvez accompagner, qui sont managers de transition, enfin les managers de transition d'ailleurs, pas forcément seniors, mais les managers de transition, mais également pour nos collaborateurs en interne. Parce que, en effet, comme vous dites, le train avance et à grande vitesse, et il est important que chacun vraiment soit conscient que pour développer sa valeur, pour continuer à avoir la même valeur demain, il faut en effet un engagement réciproque de l'entreprise en mettant en place des programmes de formation et d'apprentissage quasi hors normes, avec des niveaux d'investissement importants, et de l'autre côté, des collaborateurs qui s'engagent à développer leurs compétences en continu. Merci. Il nous reste 2 minutes, une petite minute pour peut-être un message global à vos clients, à vos prospects, à ceux qui hésitent encore de faire le cap du management de transition, possible pour le recrutement également. Si on fait la synthèse de tout ce qu'on a dit ce soir, on a à la fois des jeunes qui sont intéressés, qui ne maîtrisent pas encore tout le périmètre de ce que peut apporter le management de transition, qui ont conscience qu'ils ont besoin d'apprendre et donc d'être accompagnés, et ils ne demandent que ça. Des cabinets qui sont prêts à le faire,
et à créer des nouveaux formats, et des entreprises qui en ont aussi totalement conscience que les choses vont changer et qu'il faut construire ensemble. Donc, et enfin, une société qui, quoi qu'il arrive, et notamment avec la transformation que l'IA apporte, vont aller vers de nouveaux modèles. Donc, j'ai envie de dire, quand on prend le chemin de A à Z, il y a encore tout à monter. Je crois qu'on a quand même mis le doigt sur pas mal d'ingrédients pour arriver à la bonne formule, j'espère. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à expérimenter. Donc le message, c'est vers les entreprises. Nous, on est prêts à l'expérimenter, à même tester des choses avec elles. Donc la porte est ouverte pour voilà, il faut expérimenter. On a le droit de se tromper aussi. Formation, mentoring, accompagnement, créer des duos. Et ben allons-y. Voilà, et ce sera un message aussi pour tous les journalistes, message passé, pour qu'on puisse mettre plus en avant ce métier, cette filière. En tout cas, merci infiniment, merci à tous. Merci Alexia. Merci beaucoup pour cet échange passionnant. 1h30, j'ai presque pas vu l'heure passer, j'ai envie de dire. On aurait pu continuer à discuter. Alors, pour ceux qui nous ont rejoints un petit peu tard, eh bien, sachez qu'il y aura une rediffusion en replay sur LinkedIn. Le LinkedIn donc, de Valumène, celui du Figaro Emploi, sans qui on n'aurait pas pu être là aujourd'hui et ce soir. Dès demain, vous pouvez aussi télécharger l'étude sous toutes les plateformes de Valumène et du Figaro Emploi Pro pour LinkedIn. Et puis, n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux du Figaro Emploi et de Valumène. Merci beaucoup. Merci beaucoup.